Et dans cet épisode, je reçois David, un avocat qui est devenu un vrai entrepreneur. Très influent sur les réseaux sociaux, il nous parlera des solutions qu'il a lancées dans la tech pour aider ses confrères et ses clients. Dans le podcast, il revient sur son parcours en tant qu'étudiant précaire jusqu'à avoir un déclic pour rentrer à la fac de droit. Un parcours très inspirant que je vous laisse découvrir tout de suite dans le podcast. On se retrouve à la fin de l'interview. Bon visionnage! Et on se retrouve avec David. Merci David d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter simplement, en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis? Oui, merci de ton invitation. Alors, je suis David Guillon, je suis avocat au barreau de Montpellier, mais surtout entrepreneur, avec deux libertés fondamentales qui m'animent tous les jours quand je me lève le matin, c'est la liberté et la justice. Ok, bon génial. On va y revenir dans la deuxième partie du podcast, comme tu l'as compris, où on détaillera toutes tes activités entrepreneuriales et ce que tu fais aussi en tant qu'avocat. Est-ce que tu peux te présenter aussi, si on revenait quelques années en arrière, sur ton enfance, sur ton parcours, Alors, le plus loin possible? plus loin possible. Euh, bon, travail compliqué. Alors, moi, je suis né dans le centre de la France, à Saint-Doulchard. Est-ce que Ok, tu non, situes? je sais pas du tout où c'est. Alors, c'est dans le Cher. Ok, C'est le vrai centre. C'est-à-dire le centre où il y a 500 km au sud, 500 km au nord, en plein milieu de la diagonale du vide. C'est important parce que ça a forgé un peu ma personnalité, puisque effectivement, comme il y avait pas grand-chose là-bas, je me suis toujours dit que j'étais pas forcément à la bonne place. Et tu sais, ça me rappelle un petit peu ce violoniste qui venait dans le métro londonien, jouer un morceau qu'il allait jouer le soir même à l'opéra, et dans lequel les gens avaient payé plus d'une centaine d'euros la place. Bah, tu vois, ce que ça signifie, c'est que quand il est dans le métro, personne ne le regarde, personne ne fait attention à lui. Pourtant, il va jouer exactement le même morceau que ce qui est joué le soir même dans un grand opéra. Et la moralité de cette histoire, c'est que quand t'es pas au bon endroit, tu peux avoir les plus belles qualités du monde, tu seras pas mis en valeur. Donc, je viens de Bourges, donc j'ai grandi là-bas pendant les 20 premières années de ma vie, et j'ai toujours senti que j'étais totalement en décalage avec la population qui m'encadrait. C'est-à-dire, moi, j'avais soif de liberté, j'avais soif comment dire, d'activité, d'animation, de possibilités, de sentir qu'un destin était possible. Et quand tu vis dans ce type de région, il faut pas avoir plus d'ambition que d'avoir ta petite maison, ta petite femme, ton petit chien. En fait, tout est petit. C'est une petite vie, voilà. Et ça, j'avais pas du tout envie de ça. Et quand je suis arrivé dans le sud, j'ai senti que là, d'un coup, un destin était effectivement tout à fait possible et que je pouvais accomplir ce destin ici. c'est quoi le déclic qui te fait partir dans le sud? Bah, c'est les études. Ok, C'est les études. J'ai envie de te dire, j'avais pas du tout envie de partir dans le sud à la base. ok. C'est bête, mais il faisait trop chaud pour moi. Alors qu'en fait, il fait plus chaud dans le centre de la France parce que t'as pas d'air, t'as pas l'air marin, enfin, c'est hyper agréable, enfin, désagréable, une canicule dans le centre de la France, très très dur. Et j'avais l'impression qu'il y avait que des kékéboys. Ok. Alors peut-être que j'en suis un aussi, hein, qui sait. Mais je sais pas, j'avais plein de stéréotypes. Et finalement, tu vois, la vie, c'est ça, c'est d'avoir plein de préjugés, plein de stéréotypes, et finalement passer au-delà. Parce que finalement, dans le centre de la France, ou dans le sud de la France, il y a des gens bien partout. Mais dans le sud, ce que j'ai retrouvé, c'est ce côté un peu personne n'est véritablement d'ici. Si tu vois, par exemple, à Montpellier, tu as allez, peut-être 10% de la population qui sont vraiment des vrais Des Montpelliérains. natifs, ouais, ouais, Exactement. Tout le reste, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, ouais. ce sont des personnes qui ont été contraints, comme toi, à un moment donné, de refaire tout un réseau social, tout un réseau d'amis et de famille. Et en fait, c'est important parce que en réalité, tu tombes sur des personnes qui sont très ouvertes. C'est clair. Chose que je retrouvais pas dans le centre de la France. Parce que, j'avais l'impression d'être un étranger chez moi. Alors tu sais, on dit souvent que nul n'est prophète dans son pays, c'est vrai, et je trouve que j'ai trouvé plus facilement ma place dans le sud de la France que dans l'endroit où j'ai vécu toute ma jeunesse. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes passions que tu avais pendant cette jeunesse, pareil, à l'adolescence? Le sport, je pense que, ouais, si je devais citer, une des passions, c'est le sport. Alors non pas que le reste ne m'intéressait pas, mais j'étais pas dans un milieu social, tu vois, où, intellectuellement, socialement ou financièrement, c'était stimulant. Je pense que c'est important de le dire, mais je viens d'un milieu social où il y a pas de rêve à accomplir, hein. On est pauvre de génération en génération, il y a aucun moment où on peut briser la roue de la pauvreté. Et donc il y avait pas de j'avais pas d'attente particulière de la vie. Je sentais que j'étais pas au bon endroit, hein. J'avais compris qu'effectivement, j'avais un potentiel qui était inexploité. Et je sentais aussi que, j'avais peut-être un peu souffert de, comment dire? Peut-être d'affection.
en tout cas de confiance en soi. Tu sais, quand tes parents, toute la journée, ils t'expliquent, indirectement, pas forcément, directement, mais indirectement que tu es une merde, bah, c'est con, mais tu finis peut-être un petit peu par y croire. Et ça En tout ça cas, je ça amène pas du positif à croire en toi et à gagner en confiance. disons que tu pars avec plus de retard. Et effectivement, le sport, quand tu prends 30 kilos en 3 ans, oui, c'est vrai que ça aide vachement quand même à prendre confiance en soi et à se dire qu'on est capable de faire preuve de rigueur, de régularité et d'atteindre des objectifs. Et je pense que c'est vraiment le sport qui m'a permis de sortir de là, parce que d'un coup, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés en temps normal. J'ai commencé aussi à acquérir une discipline que j'ai aussi, bah, mis en œuvre dans mes études, et une discipline que j'avais pas du tout, lorsque j'étais, au lycée ou au collège, parce que, bah, il y a des études qui sont sorties là-dessus qui te disent que quand tu as un élément qui est, comment dire? Un peu perturbateur, ou qui va être, sous-productif, cette personne-là va faire baisser automatiquement la productivité d'au moins 15 de toutes les personnes qui l'entourent. Imagine que tu es dans une classe de 30 personnes et que tu as au moins un tiers des effectifs qui sont effectivement des cancres et qui, en plus, vont entraîner les autres à aller dans ce sens-là. Et ben, je pense qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que il fallait pas être trop bon à l'école, sinon on était mal perçu, on pouvait vite passer pour un faillot. Et en plus, il y avait ce côté un peu médiocre qui faisait que tout le niveau était nivelé par le bas et que finalement, bon, bah, avoir 10-12 de moyenne tout au long de ta carrière d'étudiant, enfin voilà, c'est pas dérangeant. Donc t'étais un mauvais élève? Moi, j'étais un mauvais élève, ouais. Ouais, ouais, le dernier trimestre, de la terminale, j'ai 8 de moyenne et mes profs me disent: On te reprend pas si tu ne réussis pas le bac». Ouais. Ah ouais, donc quand même, et quand on sait que maintenant tu as été avocat, tu as fait, tu as passé ton barreau et cetera, c'est assez impressionnant et quel est la passion que tu prends finalement pour la justice et cetera, pour pouvoir arriver à devenir un bon élève? Parce que je connais pas beaucoup de mauvais élèves qui réussissent en droit quand même. En fait, là, encore une fois, histoire personnelle, un petit peu intime, mais on profite aussi de ce Bien podcast. sûr, c'est le but, ouais. Mes parents sont pas issus d'un milieu pauvre. On n'est pas pauvre. Ma mère travaille, elle est insérée socialement, mon père travaille aussi, il est inséré socialement, mais une série de mauvais choix. Tu vois? C'est encore une fois, si tu veux, à un moment donné, progresser dans la vie, il faut que tu fasses un énorme travail personnel sur toi-même. Tu dois considérer que, 100 de ce qui t'arrive est de ta responsabilité et que ce n'est pas les autres qui sont responsables de quoi que ce soit qui t'arrive. Et je pense que ce travail personnel, cette capacité à s'améliorer ou à progresser, c'était pas une qualité qui était présente chez mes parents. Ce qui fait que de mauvais choix stratégiques nous ont conduits à un moment donné dans une grande précarité. On a vécu pendant 3 ans dans une caravane à peu près. On manquait pas, voilà, on manquait pas d'amour, on manquait pas d'argent. Mais dans la caravane quand même avec effectivement, très peu de moyens, je me rappelle très bien me lever le matin avec une couverture qui gelait sur moi. Et c'est vrai que quand tu grandis dans la caravane, d'un coup tu te dis, ce que tu as pu acquérir à un moment donné, tu peux le perdre. Puisque l'histoire finalement de ma famille jusqu'à mes 18 ans, c'est l'histoire d'un long et inexorable déclin, dans lequel on voit année après année un niveau de vie qui s'affaisse, jusqu'au moment où on arrive dans la caravane. Et je sens que si je me bouge pas, si je ne fais pas quoi que ce soit, c'est le destin qui m'attend. Et je sais pas si tu as déjà vécu dans une caravane en plein hiver, c'est vraiment pas sympa. Non, Voilà, ça a c'est pas l'air de vraiment faire pas rêver, sympa. Non, ça fait pas rêver. ouais. Mais je te dis aujourd'hui, j'en suis très loin de la caravane, tu vois? Il suffit de voir un peu où on est, Mmh. il y a pas de souci là-dessus, j'ai pas de rancœur par rapport à ça. Mais ça forge un caractère parce que quand il est 2 heures du matin, que tu es sur tes études et que tu te dis: «Bon, je suis fatigué, j'irai bien me coucher», tu fais toujours un petit déclic sur la caravane et tu te dis: «Bon, on va peut-être continuer encore une petite heure de plus», parce que il te faut pas 10 pour réussir. Tu viens d'un milieu où c'est tellement difficile, c'est tellement bas que toi, si tu veux être pris dans les cabinets d'avocats, dans, les bons masters, dans les bons endroits, il te faut la moyenne. Il te faut plus que la moyenne, il te faut la mention bien, la mention très bien. Parce que tu as aucun réseau et que la seule manière pour toi de te distinguer, c'est d'être bien meilleur que les autres. Voilà ce qui m'a poussé finalement à passer de 10 de moyenne à peine en terminale à 14, durant toutes mes études. OK. Quand tu es pareil dans cette étape de la jeunesse, donc entre 10, allez et 15, 16 ans, tu as quoi comme rapport avec l'argent? Tu en as parlé un petit peu de la manière dont, bah, tu as vécu finalement ton enfance, mais c'est quoi ton rapport avec l'argent? Tu veux en gagner? C'est très important pour toi? Tu veux t'élever socialement? Hem, j'en suis assez indifférent. J'en suis assez indifférent parce que je n'en ai pas déjà, voilà. Quand je sors, je me rappelle, je suis avec mes amis, on a 2 € en poche, il y a 1 €, c'est pour payer, le Diabolo, fraise que tout le monde va boire, hein, on est tous dessus, et il reste 1 €, c'est 2 pièces de 50 centimes, on va faire un baby-foot et on va jouer toute la soirée parce qu'on va mettre les casquettes au fond, du baby-foot pour récupérer les balles.
C'est ça mes soirées. Donc j'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent et je vis à Vierzon pendant 15 ans. Alors pareil, hein, Vierzon, tu as peut-être entendu parler avec Vierzon, je Brel. connais, ouais. Voilà, moi j'ai vécu là-bas. Je connais parce que c'est une ville où on peut investir avec l'ANA, avec Action Cœur de Ville, Ah bah, tu peux etc. investir, ouais. Parce que c'est une ville sinistrée, Ah, si tu peux acheter des rues entières si tu ouais, veux, ouais, il y a pas de pour problème. pas cher. Ah oui, tu peux acheter pour pas cher, mais moi j'ai vécu là-bas, donc effectivement quand on me dit: «Ouais, Ouais, le sud de la France, il y a pas d'entreprise, c'est sinistré». OK, ouais, venez vivre à Vierzon, vous allez comprendre ce que c'est que d'être sinistré, vous allez ouais. comprendre qu'effectivement les opportunités, quand vous naissez dans un endroit où les opportunités, vous n'avez qu'à vous baisser pour les ramasser, ce qui est le cas à Montpellier, hein. Mais les Montpelliérains s'en rendent pas forcément compte parce que justement ils ont vécu dans Ce cette confort, opulence et dans ce etc. Bien confort. sûr. Nous, on n'a pas eu ça. Mmh. Donc quand j'arrive à Montpellier, moi je vois tout de suite le potentiel que ça peut représenter. Et donc mon rapport à l'argent à l'époque, j'en ai pas parce que, bah, on n'a pas d'argent. Pour moi, il y a aucune perspective d'en gagner un jour ou un autre. Je travaille avec mon père depuis mes 12 ans, 13 ans, on fait les marchés et je sais que quand on fait un marché, si on a fait 100 € dans la journée en se levant à 5 heures du matin, c'est bien. Et que pour moi, c'est normal de ne pas gagner d'argent en travaillant. Parce que, mon père m'éduque comme ça en disant: «C'est normal, on travaille beaucoup et on gagne très peu». Et donc, il y a pas d'ambition de gagner de l'argent au tout début parce que je n'en ai pas et que la meilleure façon, de ne pas ressentir un certain manque, c'est finalement réussir à s'en passer. OK, et tu rêvais de faire quoi comme job à ce moment-là? Est-ce que tu te permettais de rêver? J'avais aucune idée précise de ce que j'allais faire. À partir de quel moment tu as une idée qui vient en tête? On est en 2013-2014. Je vais faire mon stage d'avocat dans le cabinet, du père d'un camarade de promotion, Martin Couder, Bertrand Couder, mon père spirituel. Je ne sais pas s'il verra ce podcast, mais en tout cas, il m'a donné ma chance. Il m'a donné ma chance parce que, bah, je connaissais bien son fils et que son fils, bah, il voyait que j'étais un acharné du boulot. C'est-à-dire que je me couchais plus tard que les autres, je commençais plus tôt que les autres, il n'y avait pas de repos et moi mon débat chaque semestre, c'était pas de: «Est-ce que j'allais valider le semestre?» c'était: «Est-ce que c'était la mention bien ou très bien qui m'attendait?» Et pour moi, ça se jouait que là. C'est-à-dire qu'en dessous, ça ne m'intéressait pas. Alors pourquoi, finalement avoir la mention bien alors qu'on va faire les mêmes masters, les mêmes études? Bah, parce que je te l'ai dit, il faut quitter la caravane, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'argent, j'ai pas de la seule chose que j'aurais, c'est de démontrer que j'ai un acharnement qui est disproportionné par rapport au commun des mortels et que cet acharnement peut me permettre effectivement de changer de catégorie sociale. Non, c'est beau ce que le déclic tu Est-ce que tu penses que si tu avais pas vécu, finalement, cette galère-là, tu t'en serais arrivé là où tu en es aujourd'hui? On va parler de tout ce que tu fais, hein, aujourd'hui, juste Mmh. après, mais c'est important de savoir parce que je reçois beaucoup de personnes au podcast et je me pose vraiment cette question. Est-ce que s'il y a des entrepreneurs qui ont pas vécu des grosses galères, des grosses difficultés, qui n'ont pas eu de déclic particulier pendant leur enfance, est-ce qu'ils ont une chance d'y arriver et de vraiment y arriver vraiment bien? Moi, je suis assez d'accord avec Anthony Bourbon, hein, que je présente pas, je pense que tu vois très Non, bien bien qui c'est. sûr, évidemment. Toutes les personnes qui nous écoutent savent très bien qui c'est. Ouais. Lui, il est persuadé, et je le rejoins là-dessus, que c'est parce qu'on vit des galères, parce qu'on vient d'en bas, qu'on a une rage qu'on ne peut pas retrouver chez quelqu'un qui a vécu dans le confort. Et j'en suis assez d'accord. Parce que je t'en ai parlé tout à l'heure, je vis encore dans mon appartement étudiant. Je pourrais m'acheter 3 fois, 4 fois l'appartement étudiant. Je pourrais acheter l'immeuble de l'appartement étudiant dans lequel je suis. Mais, je suis toujours resté dans cet appartement étudiant pour me dire que en ne vivant pas dans le confort, je ne m'accoutume pas et surtout je ne me repose pas sur mes lauriers. C'est-à-dire que je considère que je suis encore au tout début de ma carrière, que le meilleur reste à venir et qu'aujourd'hui, de rester dans un certain confort, c'est peut-être ce qui va faire que le soir à 20 heures, j'aurai envie de rentrer chez moi. Oui, à 20 heures, les gens rentrent chez eux, mais à 20 heures, tu n'accomplis pas ton destin si tu rentres chez toi à 20 heures. Il faut rester beaucoup plus tard. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, moi, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre que les choses arrivent, comme ça et que pour réussir dans le monde dans lequel on est, avec la crise sanitaire, avec la crise énergétique, avec la crise ukrainienne, avec toutes les crises, bah, c'est que des crises. De toute Ouais. façon, depuis 90, je suis né dans les années 90 et je n'ai toujours connu que les crises. Donc, Ouais, pour moi, c'est un c'est à la état mode. normal. D'ailleurs, c'est quand il y a pas de crise, moi, je suis inquiet. Mmh. Parce que ça veut dire que ceux qui sont très riches s'enrichissent encore plus et ceux qui sont pauvres restent, normales, pauvres, voilà. Période de crise, c'est des périodes de redistribution de richesses. Donc, moi, ce qui me pousse vraiment à aller plus loin, c'est justement le fait d'être dans l'inconfort. Quand je rentre dans mon appartement étudiant de 26 mètres carrés, je suis pas bien dans cet appartement. Donc j'ai pas particulièrement envie le soir de rentrer à 20 heures, parce que qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans un appartement de 26 mètres carrés?
On a 90 mètres carrés au sein du cabinet, j'ai la climatisation, on peut se faire du café toute la soirée, je peux me faire livrer à manger. Bon, bah écoute, on va rester ici, et puis on va continuer de travailler ensemble parce que finalement, le moment où je commence à me poser, c'est que j'ai 3, 4 sources de revenus différents qui permettent de me dire que si demain je me lève pas parce que je veux me reposer, parce que je veux partir un peu en vacances, parce que la vie c'est aussi ça, hein, je peux le faire. OK, pas mal. C'est beau. Écoute, ça nous fait une belle transition pour parler un petit peu de ce que tu fais actuellement, dans tes activités. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours post-études supérieures jusqu'à arriver à maintenant ce que tu fais? Alors, je pars de Vierzon, je vais à Bourges pour les études d'avocat, je fais une année d'Erasmus, donc ce qui est bien, c'est que je parle un petit peu anglais, je parle pas anglais Tu pars où couramment, en Erasmus? à Birmingham. OK, très bien. J'avais le choix entre Birmingham ou Malaga. Malaga, le sud, De de l'Espagne, l'Espagne, ouais. c'était très sympa, mais comme je parlais ni espagnol ni anglais, je me suis dit que l'anglais avait un peu plus d'intérêt pour moi. Donc j'y suis pas allé pour le climat, comme tu avais compris, Ouais, c'est mais clair. par contre, ça m'a ouvert des portes. J'ai vu, là, je suis parti à Malte il y a pas très longtemps, et un panneau qui passait là sur un gros panneau publicitaire en 4x3, et il y avait marqué Speak French, visit France. Speak English, visit the world. Voilà. Pas Et mal, ça ouvre des c'est opportunités. clair. Ouais. Donc Erasmus, ouais, j'aime bien. Ça m'a ouvert des opportunités, ça m'a ouvert l'esprit. Je te dis, quand je pars dans le sud et que je me dis: «Il y a que des cons», bah, je me dis: «Ça, c'est une réflexion d'un mec qui a jamais bougé de chez lui», et heureusement pour moi, j'avais la chance d'être parti en Erasmus et donc d'avoir pu voir des personnes du monde entier. Erasmus, je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est, mais c'est des étudiants de l'Europe, partout, même un peu plus, hein, c'est un peu plus large que ça, qui se retrouvent dans une université pendant toute une année. Et comme notre seule langue commune, c'est l'anglais, tu parles anglais avec des Autrichiens, des Lituanais, avec des Russes, avec des Algériens, voilà, tu parles anglais avec tout ce Ça doit monde-là. être génial en termes de culture, d'échange de Ouais, culture, ça doit être incroyable. bah, c'est génial parce que ça t'ouvre l'esprit. Vraiment, tu repars, tu vraiment moins con. Ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, j'encourage tous ceux qui nous voient à partir en Erasmus, partez vraiment en voyage parce que c'est la meilleure façon de vous ouvrir l'esprit. Si tu restes dans ta zone de confort, là, moi, si j'étais resté dans le département du Cher, parce que j'aurais pu faire toute ma vie dans le département du Cher, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui et que je serais extrêmement aigri par la vie parce que je ne verrais pas toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Donc Erasmus, petite transition, je vais refaire mon master 1, donc j'ai 2 masters 1, je vais refaire mon master 1 parce que j'apprends le droit anglais, mais si tu veux, j'ai conscience que ça va pas beaucoup m'aider pour devenir avocat. Et à cette époque, je commence à mûrir le projet de devenir avocat. Pourquoi? Bah, parce que 2013-2014, je fais mon premier stage chez, Bertrand Couder, Alciad Juris à Bourges, très bon cabinet d'avocats, qui va me prendre sous son aile et qui va effectivement, m'offrir l'opportunité de faire un 1er stage, puis un deuxième, puis un troisième. Il va me montrer un peu les ficelles du métier et en fait, je vais sentir que je suis bon quand même dans ce truc-là. Je veux dire que quand tu es étudiant en droit, tu as 1 milliard de possibilités qui s'offrent à toi, hein. Tu peux travailler dans C'est une clair. banque, tu Mmh. peux travailler dans une association, tu peux travailler à l'international, tu peux devenir notaire, huissier, avocat, tu peux tout faire, d'accord? On a tous un peu le même cursus et ce qui compte, c'est l'examen que tu vas passer. Quel est l'examen que tu vas passer ou quelles sont les entreprises dans lesquelles tu vas faire ton stage? Donc c'est important quand même que tu saches un peu où tu vas aller. Moi, je savais dès 2013-2014 que j'allais m'orienter vers cette profession-là. Je passe l'examen du barreau en 2015 à la sortie de mon master 2, sans prépa, comme je te l'avais annoncé. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas d'argent. Voilà, déjà ça commence comme ça, hein, parce que c'est 5 000 € la prépa, hein. Ouais. La prépa, c'est Et privé du coup, c'est pas public? c'est privé. C'est privé, ce sont des entreprises, mais ça marche bien, hein, parce qu'ils Mmh. te préparent, ils te coachent, enfin ça Ouais, il y a un meilleur taux de réussite que ceux qui passent, ouais, sans ça, ça quoi. t'inculque quand même une discipline. Mmh. Mais c'est la facilité. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile de t'infliger à toi-même une discipline de fer pour faire en sorte qu'à 2 heures du matin, quand tu as déjà fait toute ta journée, hein, parce que d'accord, hein, c'est pas Mmh. 2 heures du matin parce que tu t'es levé à 20 h, hein, Ouais. c'est pas ça. C'est 2 heures du matin, tu as fait ta journée normale, hein, tu t'es levé vers 7h30, 8 h, hein, comme tout le monde. Tu as fait ta journée jusqu'à 20 h, tu vas aller t'entraîner à la salle de sport parce que le sport fait partie du travail, OK? Et le soir, à 23 h, donc tu as fini de manger, tu te dis: «Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on se pose devant la télé et on se couche pas trop tard ou est-ce qu'on travaille?» Moi, j'ai pas de télé. Donc déjà, le problème est réglé, donc je me suis dit: «Bon, bah, faut travailler». Effectivement, le bureau est en plein milieu, de mon appartement étudiant, donc en fait, l'appartement étudiant ne se justifiait que parce qu'il y avait effectivement ce travail acharné qui devait, s'effectuer. Et en m'infligeant ça pendant les 5 années de droit, de 2009 jusqu'à 2015, j'ai passé l'examen du barreau du premier coup, sans prépa et sans aucune difficulté. J'ai dis pas, enfin, encore une fois, Il y a une notation sur l'examen du barreau? Ça se passe tu comment? ouais, tu Ouais, tu noté, tu as peux une avoir bonne des note, ouais? mentions. Ouais, moi j'étais à un peu plus de 13 à peu près. Ouais.
OK. Donc ça s'est bien passé, voilà. Bon. Perdu un petit point par rapport à ce que je faisais habituellement, mais c'était pas 100 juridique. Tu sais, Mmh. tu as une note de synthèse. Pour ceux qui nous regardent, la note de synthèse, j'ai toujours été nul, et comme je n'ai pas fait de prépa, j'ai jamais réussi vraiment à progresser. Oui, parce qu'en prépa, tu as des profs pour un tout petit nombre d'élèves et c'est vrai que du coup, on peut leur poser des questions, il y a un échange Ouais. qui est assez bien. Et ils te font Heu, progresser, en fait. alors qu'à la fac, il y a combien d'élèves par prof? C'est énorme, enfin Ça c'est ça ça dépend, mais en fait, c'est surtout que c'est un travail de solitaire. ouais. C'est-à-dire que préparer l'examen du barreau, c'est préparer de juillet jusqu'à début septembre, un examen tout seul chez toi. Mmh. C'est une discipline, extrêmement difficile. Ouais. Moi, j'ai réussi parce que encore une fois, pour moi, c'est les vacances. Je suis en train de m'entraîner et ça fait déjà 5 ans que je me prépare à ça. Mmh. Je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que ça allait être difficile. Et je savais que compte tenu de mon milieu dans lequel je venais, j'avais pas le choix, je pouvais pas, rater. Quand je passe l'examen du barreau, je réussis. Ça se passe de septembre à novembre. Et là, je t'en parle, toi, je m'en rappelle. Le 1er novembre 2015, je sais que j'ai passé les écrits et que je vais aller aux oraux et qu'il me reste un dernier oral le 6 novembre. 6 novembre 2015. Moi, le 1er novembre, quand je commence le mois, je suis extrêmement inquiet. Non pas parce que je vais passer un oral le 6 novembre, mais parce que je sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer à la fin du mois. Parce que j'arrive au bout de mon prêt étudiant et qu'aujourd'hui, en fait, il faut que je réussisse cet examen pour aller voir ma banque et leur dire: «Voilà les gars, j'ai réussi l'examen du barreau. Je vais donc devenir avocat», puisqu'on a 99 de réussite une fois qu'on rentre à l'école, et il va falloir me rajouter une petite rallonge. Parce que là, il me reste encore 2 ans à faire et qu'effectivement, pour avoir 13, 14, 15 de moyenne, tu peux pas avoir un boulot à côté. Voilà. En tout cas, tu ne peux pas quand tu n'es pas un génie et qu'en plus tu as vécu dans un milieu social défavorisé qui fait que toi, pour comprendre, le moindre truc, c'est 2 fois plus de temps que les autres. Parce que tu as pas cette connaissance de base qui est acquise lorsque tu as ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire que tu viens d'un milieu favorisé, tu as grandi en allant faire des visites dans des musées, dans des châteaux, tes parents t'ont parlé avec un vocabulaire soutenu. Moi, les miens, ils conjuguaient le verbe croiser, donc si tu veux, tu pars un peu plus bas, c'est plus compliqué pour toi. Et donc pour comprendre des choses qui sont évidentes pour certains, pour toi, ça va être plus long. Et ça, c'est injuste, hein, c'est Mmh. la vie qui est comme ça. Tu dis que pour toi, tu as eu aucune facilité sur l'aspect, enfin c'est que du travail ta réussite, à ce niveau-là sur, la partie examen? Mais il y a un peu de chance, hein, forcément, mais bon, la chance, tu la provoques, hein, quand tu Bien apprends sûr, tout le quand tu évidemment, tout le ouais, ouais. programme pendant Ouais. 5 ans et que tu vas plus loin et que tu approfondis tout, forcément, quand tu tombes sur un sujet, tu vas forcément te retomber sur tes pieds. Je pense j'ai une intelligence moyenne, je pense. J'aurais aimé être beaucoup plus intelligent, je l'avoue. J'ai des gens qui sont extrêmement brillants, je pense à Idriss Aberkane, chaque fois que je vois ses masterclass, je suis comme ça, je prends des notes, enfin voilà, je me dis: «Bon, bah, Ouais. OK, j'ai pas ce niveau-là». Ah ouais, non, ça c'est niveau J'aimerais beaucoup c'est avoir ce niveau-là. l'extrême en même temps, c'est C'est quelqu'un de brillant, hein, c'est ouais. quelqu'un de brillant et j'ai pas ce niveau-là. J'aurais aimé être plus intelligent, je ne le suis pas, mais par contre, j'ai cette capacité à travailler beaucoup plus que les autres et donc je pense que ça compense et en même temps, même si faut pas non plus trop se dévaloriser, je pense que je suis quand même dans la fourchette haute de l'intelligence moyenne, pas au-dessus, avec un QI à 180, mais quand même dans la fourchette haute, ce qui fait que quand je réussis à comprendre quelque chose, bah, c'est acquis définitivement et j'arrive à le réutiliser. Voilà et je pense que ça, c'est ça qui fait la différence. OK. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes premières expériences en tant qu'avocat, à ce moment-là, une fois que tu finis tes études? Alors, en tant qu'avocat, alors ça pareil, je finis, ça c'est pareil, j'ai jamais raconté ça. Je suis à l'école des avocats pendant 6 mois, Ouais. d'accord? Je vais venir à Montpellier parce que moi je fais une option qui s'appelle le droit public et cette option à Clermont-Ferrand, elle n'est pas faite et moi, pendant mon retour d'Erasmus, je vais passer 3 ans à Clermont-Ferrand. Je vais passer l'examen du barreau à Clermont-Ferrand et Clermont-Ferrand est une antenne de l'école des avocats de Montpellier. OK. J'étais très bien à Clermont-Ferrand, c'était cool. J'avais, à l'époque ma copine qui était là-bas, j'étais pas très loin de ma famille, que j'avais quand même, finalement, dont je m'étais beaucoup éloigné pendant Erasmus, j'étais rentré 2 fois dans l'année. Donc c'est quand même assez bien d'être assez proche et j'avais le choix, soit passer 6 mois à Montpellier, soit passer 2 mois à Montpellier en janvier-février et je vais venir à la rentrée 2016 avec l'ensemble des étudiants, qui allaient, composer la nouvelle promotion, de l'école des avocats. Et je vais me rendre compte qu'en fait, le sud, c'est quand même vachement sympa. Qu'on est au mois de janvier, mais qu'il y a un super ciel bleu, qu'il va faire vraiment très beau. Je me suis même baigné, pour te dire, durant les Ah 4 jours où ouais? j'étais là. Bah En oui, mais janvier?
En janvier, mais oui, mais je viens de Clermont-Ferrand. Moi, c'est la neige, le froid, la pluie, 9 mois dans l'année. Donc là, Ouais, on est au mois de janvier, il fait beau. c'est comme les touristes étrangers, les Allemands et Exactement. les Anglais maintenant qui se baignent à la mer C'est en exactement janvier. ça. Ouais, mais il faisait bon. Donc on s'est baigné. Alors je me suis pas baigné pendant des heures. Je me Ouais, suis c'est clair. baigné, mais j'étais prendre un petit bain. Et je me suis dit, Tain, c'est quand même vraiment sympa. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, et ça les Montpelliérains me le diront, c'est ce côté festif que je retrouvais pas à Clermont-Ferrand. Tu vois, à Clermont-Ferrand, la soirée s'arrêtait à 1 heure du matin. Tu vois, Ouais. tu buvais la pinte de trop, et puis tout le monde rentrait, donc tu rentrais chez toi, et puis tu étais là dans ton lit avec la tête qui tourne, et tu disais, mais pourquoi on rentre à 1 heure du matin? C'est comme ça. C'est le Clermontois est comme ça, il n'aime pas de rester trop tard le soir dans les boîtes de nuit. Et à Clermont et à Montpellier, j'ai pas retrouvé ça. J'ai retrouvé au contraire une joie de vivre, une festivité, ça pouvait partir jusqu'au bout de la nuit, et je crois que j'avais besoin de ça. Parce que justement, Vierzon, Bourges, enfin, c'est pas des lieux où tu t'amuses. Et je crois que j'avais besoin de faire cette seconde jeunesse. Donc je me retrouve en janvier 2016 et je me dis: «OK, je vais partir à Montpellier. Je fais l'école des avocats et après, je rentre à Bourges, à Alciade Juris, faire, mon stage final et ma collaboration d'avocat au sein de ce cabinet qui m'a finalement formé». Bon, tu as compris, je suis ici, donc ça s'est pas passé C'est quand exactement comme ouais, ça. c'est-à-dire quel est le déclic qui t'a fait partir de Bourges pour venir à Montpellier? Bah, je me suis dit qu'après tout ce que j'avais vécu, toutes les galères que j'avais vécues, choisir Bourges, c'était choisir la facilité. Parce que c'était la ville dans laquelle j'avais grandi. C'était la ville dans laquelle vivaient mes parents. C'était la ville dans laquelle, bah, comme on disait au tout début, j'allais avoir une petite vie. Petite vie tranquille, petite maison, petit chien, petite, compagne, des petits-enfants. Et je me suis dit à 25-26 ans, après avoir fait tout ce que j'ai fait, après avoir, essayé de tout déchirer pendant mes études, bah, je trouvais que c'était dommage de pas rêver plus grand. Et Montpellier s'est avéré être, l'endroit idéal pour moi, pour pouvoir mener à bien l'ambition qui était la mienne. Ambition dont je ne savais pas exactement ce que ça allait, mais tu sais, alors, le général de Gaulle, OK, je me compare pas, hein, toute, proportion gardée, mais le général de Gaulle, et plein de grands hommes, quand ils racontent leur mémoire, ils te disent souvent, «Je savais que j'avais un destin» et en fait, on ne contrôle pas son destin. Chaque pas que tu fais, tu sens que c'est vers là que tu dois tendre et en fait, tu réalises pas après pas ton destin. Beh, j'ai l'impression que c'est un peu ça, j'ai une sorte de force invisible qui me dit à un moment donné, quelle est la direction vers laquelle je dois tendre. Et je sentais que de rentrer à Bourges, c'était pas du tout la bonne direction pour accomplir mon destin. Et je sentais que j'étais plus du tout en alignement avec ce que j'avais envie de faire. Et ce profond mal-être a fait que, à la mi-janvier 2017, donc juste avant de partir de Montpellier pour faire le stage final qui allait débuter aux alentours du 20 février. Donc tu vois, on est mi-janvier, fin février. Je vais descendre la grande rue, enfin le boulevard du Jeu de Paume, qui est une rue principale à Montpellier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous savez, c'est une rue avec plein de palmiers. Enfin, c'est typique du Sud. Et je suis avec un ami et qui me dit, si David, tu veux rester à Montpellier, il faut que tu trouves un stage. Si tu veux trouver un stage, on est en train de marcher pendant ce temps-là, il s'arrête, il fait, si tu veux trouver un stage, tu montes dans ce cabinet, tu déposes ton CV, tu rencontres directement un associé. T'as pas le temps d'attendre que l'associé te réponde. Tu n'as pas le temps d'attendre qu'on veuille bien éventuellement te recevoir. Tu vas directement là-bas et moi je t'attends là. Et donc je suis monté, j'ai déposé mon CV, j'ai demandé à rencontrer l'associé est sorti de son bureau, était surpris de voir un élève avocat qui venait postuler. Il m'a dit: «Beh, je suis désolé, j'ai déjà quelqu'un, mais effectivement la démarche est intéressante, enfin voilà, on vous voit directement, on voit que vous êtes motivé, bah, c'est appréciable». Et je me suis dit: «En fait, c'est facile, pas très compliqué en réalité de trouver un stage». Moi, j'envoyais des CV depuis 2 semaines et je voyais que j'avais pas de réponse, j'étais là en train de me poser des questions jour après jour et en fait, je voyais que ça n'avançait pas. Il fallait juste faire plus que les autres, finalement, Fallait se démarquer, ouais. et du coup contacter directement en physique les Ouais. autres avocats. Du T'arrives à trouver du coup, un stage, ouais? je descends parce que c'était pas celui-ci et je fais toute la rue Grand le boulevard du Jeu de Paume, Il y a pas mal d'avocats, il y a pas mal encore maintenant, d'avocats. ouais, Je ouais. dépose mes CV, à un moment donné, j'ai plus de CV, donc j'ai mon téléphone portable, j'envoie directement le CV par mail à la secrétaire qui est devant moi et je m'assure qu'elle l'envoie, à l'associé et je fais ça pendant 2-3 jours et au bout du 3e jour, je trouve mon stage. OK. Et donc là, dilemme, il faut annoncer à Alciade Juris que je vais pas revenir. Et ça fait partie des décisions difficiles à prendre parce que il y avait ce côté un petit peu, déception, c'est-à-dire qu'ils avaient misé sur moi, ils m'avaient formé, ils m'avaient préparé et en même temps, j'allais pas revenir. Mais il y avait ce côté aussi, j'ai un destin à accomplir et mon destin, il est pas de rentrer à Bourges. Donc c'était une décision difficile, mais
On le dit souvent, hein, les décisions difficiles amènent aussi des grands moments et ça fait partie des décisions difficiles que j'ai dû faire parce qu'il y avait, ce sentiment un petit peu de lâcheté qui m'animait et en même temps, je savais que c'était le choix à faire pour pouvoir aller plus loin. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi, les décisions difficiles amènent une vie facile souvent Ouais. et c'est ce qu'on va voir juste après. Du coup, quand tu rentres dans ce stage-là, tu, es directement embauché par la suite avec eux? Comment ça se Ouais. passe? Ça se passe super bien pendant le stage, je fais du droit public. Je fais ce que j'aime. On travaille beaucoup avec des communes, donc on a plein de thématiques différentes qui tombent et c'est hyper stimulant et hyper intéressant. L'ambiance est sympa au cabinet. Franchement, ça se passe, vraiment bien et finalement, je suis embauché effectivement à la sortie donc du stage, à la réussite des examens finaux. Effectivement, je suis embauché en tant qu'avocat collaborateur et je vais y rester jusqu'en mars 2020. Donc en gros, il y a un avocat, j'ai envie de dire principal, je sais pas comment ça On se appelle ça un dit collaborant. C'est-à-dire et que c'est une personne qui va embaucher un confrère en tant que OK, collaborateur. OK, ça marche et du coup, bah, tu bosses pour lui, pour ses clients aussi Ouais et et tu pour toi. et pour toi? Et pour toi, tu es collaborateur libéral. En fait, OK, ça marche. le collaborant est ton client principal. OK, Tu lui dois un certain nombre d'heures de travail, même si tu es libéral, donc tu es libre dans tes horaires, mais il y a quand même une charge de travail à réaliser. Et au début, quand tu es, jeune avocat, comme c'était le cas pour moi, bah, en fait, c'est ton seul client, hein. oui. Concrètement, c'est, Tu t'es connu de personne entre tu guillemets connais donc personne, tu pas de client, tu viens de débuter. Donc en ouais. fait, c'est le collaborant, la collaboration, libérale, c'est un moyen pour les jeunes confrères qui n'ont pas de clientèle, bah, de commencer à voilà, à travailler. OK, ça marche. Toi, aujourd'hui, tu as des personnes qui travaillent pour toi? Ouais. En collaborateur? J'ai une collaboratrice Ouais, et on est 5 au cabinet. 5 au cabinet. OK, Ouais. bon, on va Je bien ju t'expliquerai pourquoi j'ai qu'une collaboratrice et moi j'ai un mode de fonctionnement qui est un peu différent. eh bien, OK, beh, juste après ça et du coup, ce stage-là se passe plutôt bien, tu es embauché. Combien de temps tu restes là-bas? Je crois qu'on Je vais arrive rester juste 3 avant la ans. période de la crise Ouais, sanitaire. ouais. Je vais rester 3 ans et pendant 2 ans, je vais me faire harceler par la secrétaire. OK. Bon, je sais pas si la secrétaire me voit, mais Mmh. bon, ça va, j'étais préparé pour ça. Tu imagines bien, la caravane, les études, bon, c'était pas une secrétaire qui allait effectivement, mettre fin à mon destin, mais pendant 2 ans, il y a pas une ambiance de dingue. Je veux dire quand, je me rappelle des journées entières, pendant l'été, on est que tous les 2 au cabinet, on se parle pas. On ne se dresse pas la parole de la journée et quoi que je fasse, quand je souhaite m'adresser à elle, elle le prend comme une agression et là, il y avait j'ai jamais réussi à pouvoir trouver une solution pour réamener une communication non violente. Une communication où on réussissait à faire en sorte que ça se passe bien. OK. J'ai rien à reprocher aux collaborants avec qui je travaillais. Encore une fois, lui a toujours été correct avec moi et vraiment voilà, je le remercie encore une fois de m'avoir engagé. Je regrette peut-être, et c'est pour ça aujourd'hui que moi dans mon cabinet je fais attention à ça, je regrette peut-être qu'il soit pas intervenu pour tenter quand même de solder D'apaiser un les peu, choses ouais, et ouais. d'apaiser les choses, parce que je pense que quand on est, chef d'entreprise, lorsqu'on est collaborant, avocat en tout cas associé et collaborant, on doit faire la discipline au sein de son cabinet. On est le chef dans son cabinet, il y a personne qui doit pouvoir harceler qui que ce soit dans son Mmh. cabinet. Et aujourd'hui, d'avoir vécu cette situation de l'intérieur, bah, moi je suis très sensible à ces questions-là au sein de mon cabinet. Je suis très sensible à la question du bien-être de mes associés, de mes salariés, de mes collaborateurs, parce que je l'ai vécu. OK. Et je pense C'est qu'il y a rien de tel que de vivre ça pour pouvoir comprendre que ça ne doit pas se reproduire. c'est pour ça que vous êtes un petit nombre aussi aujourd'hui? Tu veux garder un esprit familial? Comment tu t'organises en tant qu'avocat aujourd'hui? Aujourd'hui, moi j'ai un fonctionnement au sein de mon cabinet qui est quand même assez proche, d'une start-up. OK. C'est-à-dire que j'ai un business plan, j'ai des lignes de compte, un budget à tenir, j'ai des actions commerciales, j'ai, des indicateurs de performance. J'ai peut-être la moitié de mes effectifs qui sont, non avocats, non juristes, qui ne sont pas du tout sur, l'activité de production, d'un cabinet d'avocats. J'ai un designer, j'ai, une communicante, j'ai, une équipe de monteurs vidéo comme on avait parlé, tout à l'heure. Ça, c'est la moitié de mes effectifs. Ça, c'est énorme, ouais. Ce Pour un qui avocat, est c'est hyper atypique, ce c'est qui est pas, hyper atypique, ouais. le cas de tout le monde, quoi. Ce qui est hyper atypique effectivement, mais parce que, j'ai été propulsé en fait pendant la crise sanitaire. Je fais un petit retour en arrière si tu veux. Le 17 mars 2020, nous sommes confinés à midi. Le 17 mars 2020 à 11 heures, moi j'apprends que, je ne serai pas payé pendant le confinement. Parce que je ne suis pas salarié, donc il y a pas de chômage, partiel pour moi. Et nous sommes tous dans une situation d'incertitude. Et donc, là encore une fois, il ne s'agit pas de jeter, l'opprobre sur le collaborant. Il a fait ce qu'il pensait être le mieux pour lui à ce moment-là, qui était de dire:
je te paye jusqu'à 31 mars 2020, et après, on verra ce qu'on fait. Et de me retrouver dans cette situation où finalement je me dis: «Mince, en fait, de devenir avocat ne me protège pas de la précarité». Je peux, à tout instant, retourner dans la caravane de laquelle je suis sorti il y a finalement, 6-7 ans. Bah, de m'être mis dans cette situation m'a permis finalement de me dire: «OK, je deviens un vrai avocat maintenant. Je me bats pour les principes qui sont les miens», je l'ai cité au début, la liberté et la justice. Et à ce moment-là, je vais m'engager en fait effectivement dans une croisade avec le gouvernement dans lequel je vais quasiment contester toutes les mesures qui ont été prises pendant la crise sanitaire. Alors non pas pour dire: «Il faut rien faire» et hein, c'est pas ça. C'est juste pour dire à chaque fois: est-ce que lorsqu'on prend une mesure restrictive de liberté, on n'est pas en train de prendre un bulldozer pour essayer d'écraser une mouche? Voilà, c'était Mmh. tout en ça le débat. C'est où est-ce que vous mettez le curseur? Est-ce que lorsqu'on est dans une démocratie, tous les coups sont permis? C'est une question qu'on peut se poser. Mmh. C'était la thématique de l'émission, que j'ai fait cette semaine, hein, sur la démocratie autoritaire. C'est-à-dire un régime politique qui s'apparente à la démocratie, mais qui en réalité utilise des outils d'un régime autoritaire pour asseoir son autorité. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On s'est engagé dans cette crise avec mon cabinet. On est parti j'avais 7 clients à aujourd'hui à plus d'une centaine de clients. Je pense qu'on est à mon avis pas loin du millier de clients qu'on doit avoir aujourd'hui. Et concrètement, quand tu es en alignement avec tes valeurs, tu trouves ce qu'on appelle le ikigai. Je sais pas si ça te parle, le Ouais, ikigai? c'est le centre, en fait, de tous tes tu l'expliqueras peut-être mieux que moi, tous tes besoins, tes envies, le centre de tout, en fait, finalement. C'est C'est des cercles qui se superposent c'est et ça, l'intersection de ces cercles, c'est le c'est ikigai. le ikigai. Tu es utile dans ce que tu fais, d'accord? Tu apportes de l'utilité à la société. Tu es bon dans ce que tu fais, donc tu es performant. Et en plus, tu es bien payé pour ce que tu fais parce que c'est utile et que tu es bon dans ce que tu fais. C'est ça le ikigai. Et en m'engageant dans la crise sanitaire, j'ai trouvé mon ikigai. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a jamais eu autant de restrictions de liberté et l'idéal de justice que je m'étais fixé, dans lequel moi j'ai grandi, enfin voilà, pour moi, quand je suis dans la caravane, je trouve ça injuste. Quand je suis pauvre et que finalement on m'applique ce qu'on appelle un pass financier, hein, tu vois, un pass sanitaire, comme tu le veux, hein, c'est Mmh. déjà ça. Quand tu es pauvre, tu es déjà exclu de la société. D'avoir vécu ça toute ma jeunesse, moi je me suis toujours dit, mais en fait c'est assez injuste. Et je dois combattre cette injustice. En tout cas, aujourd'hui, je suis pas arrivé là où j'en suis pour favoriser ce système d'inégalité. Je dois favoriser effectivement une certaine liberté et une certaine égalité. Voilà, c'est ainsi que j'ai trouvé mon ikigai. Et ça m'a mené jusqu'ici, c'est-à-dire qu'en 2021, au moment du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale, je vais faire x10 sur mon chiffre d'affaires. Je vais faire en un mois ce que j'avais fait en un an l'année d'avant. Ah, c'est énorme. Et là, d'un coup, tu dis, ok, donc c'est bien parce que tu te sens utile, tu vas aider plein de gens. C'est bien parce que tu sens que tu es à la bonne place et que tu es compétent dans ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Ça, c'est hyper important. Parce que je suis en place depuis un an. Ça fait un an que je me prépare moi, sur la crise sanitaire. J'écris, je fais des émissions, je fais de la doctrine. Enfin voilà, je bosse sur le sujet. Je sais de quoi je parle. Et en plus, je suis bien payé pour ça. Et d'un coup, Qui tu te c'est qui te dis, payait par rapport à ça? bah, mes clients, C'était tes clients c'est mes clients, ouais. qui te disaient que c'était quoi les cas un petit peu tu peux donner des exemples sans citer Très, très forcément? précis, ouais, ça va être des salariés qui vont être soumis au pass vaccinal parce OK. qu'ils reçoivent du public. Ça va être des agents publics, donc des soignants, hein, qui vont être suspendus sans rémunération parce qu'on les a soumis à la vaccination obligatoire. Ça va OK. être des chefs d'entreprise qui sont contraints de souscrire un PGE, qui sont contraints de mettre tout le monde au chômage technique, qui vont recevoir 1 500 € d'indemnité, alors qu'avant, les mecs, ils gagnaient 10 000 € par mois. Ouais, Donc là, il y a un petit décalage, et surtout, bah, on trouve ça extrêmement injuste parce qu'encore une fois, on n'a rien demandé. c'est clair. Et tu as Donc, obtenu gain de cause pour la plupart des cas? pour la plupart, non. C'est 10 de réussite, 90 d'échec. Mais OK, c'est comme ça dans tous les contentieux avec l'administration. Quand tu ouais. te bats contre l'administration, tu te bats contre un bulldozer. Mais c'est pour les 10 pour lesquels tu gagnes que ça vaut le coup, en fait. Mmh. Oui, peut-être que dans 90 on perd, mais encore une fois, il faut pas tout regarder par rapport à la décision de justice. Il y a un grand nombre de fois où on a gagné dans les faits. Je te cite un exemple. Je me retrouve avec des parents qui m'appellent et qui me disent: «Voilà, moi j'ai un enfant de 6 ans, toute la journée, 8 heures par jour, 5 jours sur 5, il est soumis au port du masque et là, c'est un port du masque, il y a pas de pause clope, hein. D'accord? Donc il fait vraiment pas de pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un salarié qui est dans une entreprise qui lui impose le port du masque, il va être dans une situation beaucoup plus confortable qu'un petit gamin de 6 ans, sur lequel on va effectivement appliquer un protocole extrêmement strict. Et il y a des écoles qui sont vraiment allées très, très loin là-dessus. Et donc ils vont me saisir
Et ils vont me dire, voilà, faut écrire au directeur, faut à un moment donné ramener un peu de raison, un peu de raison parce que la règle de droit, elle te dit, effectivement, l'article 36 du décret du 29 juin, enfin du 1er juin 2021, te dit, il faut que les enfants portent le port du masque dans les établissements scolaires. Ok. Mais il te dit pas en tout lieu, en toutes circonstances, et en fait, encore une fois, et le Conseil d'État va le dire, il faut quand même faire preuve de discernement. Hein, d'accord? C'est-à-dire que la règle de droit, c'est important, mais c'est surtout l'esprit de la règle qui est important. Et c'est pas moi qui le dis, c'était déjà Montesquieu il y a plus de 3 siècles. Donc, et c'est là où tu te dis, en fait, on est vraiment dans une société de cons, parce que les gens, ce qui compte, c'est pas le résultat, c'est la règle. Tant qu'on respecte la règle, qu'on reste dans la règle, effectivement, c'est parfait pour eux. Quitte à avoir un résultat qui a rien à voir avec la finalité. Ouais, c'est clair. Parce que la finalité, c'est de dire quoi? C'est on va essayer de limiter effectivement les échanges pour tenter de cantonner la crise. Mais c'était pas de faire souffrir des enfants. Mmh. Alors là, moi, j'avais des enfants qui partaient en dépression à 6-7 ans. Donc, tu vois, petite disproportionnalité. On écrit au directeur, le directeur te dit non, non, mais il faut appliquer le protocole, c'est le protocole, etc. On conteste la mesure, on perd. Ouais, on a perdu. Mais pendant toute l'année, le gamin, il est exempté du masque. C'est quoi le plus important? C'est que j'ai une belle décision de justice qui dise que David Guillon, il a gagné? Ouais. Ou c'est que j'ai un enfant qui, dans les faits, n'a pas porté de masque parce que justement, le directeur, il savait pas trop sur quel pied danser, parce qu'il avait compris qu'il était avec des fous furieux qui étaient prêts à tout pour défendre leur enfant. Ouais. Donc, on ne juge pas un avocat sur son nombre de victoires, on juge un avocat à sa capacité à pouvoir réfléchir une stratégie qui est globale. Si tu me posais comme question, je sais pas si elle est prévue, est-ce que l'IA va remplacer les avocats? Non, l'IA ne va pas remplacer les avocats. Mais si l'IA remplace les avocats, c'est que le problème, c'est pas l'IA, c'est l'avocat. C'est-à-dire qu'on n'a aucune plus-value en termes d'humanité et en termes de stratégie qui ne sont pas l'application stricte des règles du droit. La saisine d'un juge, une décision de justice, c'est pas une finalité, hein. C'est juste un moyen. Le droit est un moyen. C'est un outil de négociation, c'est un outil de pression. Moi, quand je viens discuter à la table des négociations avec quelqu'un, je dis toujours, faites un recours. Faites votre recours, vous saisissez le juge, peut-être que vous allez perdre. C'est fort probable d'ailleurs. 90% d'échecs, 10% de réussite. Par contre, quand on revient à la table des négociations, on a un moyen de pression. Vous voulez qu'on négocie? Ok, on va se désister de notre recours. Par contre, maintenant, aujourd'hui, on discute et on applique ça. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme force de négociation quand vous avez aucun recours, quand vous n'avez rien fait? Et quand l'employeur se dit de façon, allez, faites votre recours, vous le ferez pas. Voilà. L'avocat, c'est Il celui peut qui pas lui permet mettre de pression. Ok. rééquilibrer une situation qui est déséquilibrée. Parfait, génial. Il y a quelque chose j'ai lu un article il y a pas très longtemps que ça, mais je me souviens plus exactement du salaire moyen. Donc j'avais vu qu'il était très, très bas en tant qu'avocat. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certains avocats qui vivent, vraiment très, très mal de leur activité, qui ont du mal, finalement à percevoir un salaire qui soit décent? C'était aux alentours des 2 000 €, si je me souviens bien. Plus 1500. Hein. Ouais, ou c'est ça, Ouais, plus 1500. j'avais un truc entre 1 600 et 1 900 en tête. Bah, l'avocat smicard, c'est pas une théorie. Hein. Mais c'est fou, après 6 ans d'études, Mais entre oui. guillemets. Mais parce qu'en fait, on se rend pas compte, on a l'impression que une fois qu'on est devenu avocat, ça y est, on est au sommet de la montagne et on est devenus les meilleurs. En plus, on a une super haute estime de nous-mêmes, donc on se remet même pas en question en se disant: «Attends, je suis avocat, OK. Je maîtrise le droit, je maîtrise les règles procédurales, ça veut dire que je suis capable d'être un très bon juriste». Mais un avocat, c'est pas un très bon juriste. Un avocat, c'est un très bon chef d'entreprise. Donc, il doit avoir des compétences dans d'autres domaines. Il doit être bon en compta, il doit être bon en commercial, il doit être bon en finance, il doit être bon en communication, il doit être bon en vulgarisation. Si quand je te parle, tu n'es pas capable de me comprendre, à qui tu veux que je vende mes prestations? Moi, le plus dur, ça a été d'être capable d'expliquer simplement des choses hyper complexes. Je viens de t'expliquer là, tout à l'heure, de manière assez simplifiée, mais je pense que tu as compris l'idée, l'application du port du masque dans les établissements scolaires. Pourtant, va lire l'article 36 du décret du 1er juin 2021, c'est complexe. Et là, je viens de te le vulgariser. Bah, si tu es capable de vulgariser, tu es capable de vendre tes prestations juridiques. Et pour être un bon avocat, en fait, il faut être capable de se vendre. Sauf que quand on a fait 6 ans, 7 ans d'études de droit, on n'a aucune compétence en management, en gestion du temps, en activité commerciale, en gestion de notre comptabilité, de nos lignes de compte. Et toutes ces compétences, il va falloir les acquérir. Et donc du coup, j'en reviens sur, je te coupe pardon, mais sur le système actuel de la fac de droit, est-ce qu'il est adapté finalement pour que les avocats puissent être prêts à exercer leur métier juste après leurs études? L'université prépare à des diplômes universitaires. D'accord? Les diplômes universitaires, c'est de la connaissance théorique. C'est comme ça que l'université a été pensée.
Si on veut de la connaissance pratique, il faut faire des stages à côté, faut effectivement, on a les écoles d'avocats qui sont des écoles effectivement où on va créer, on va vous former à devenir des praticiens du droit. Mais après, là ça fait 6 ans que j'exerce, ce que je constate, c'est que ni la fac, ni l'école des avocats ne nous apprend à être des entrepreneurs. Parce que être un avocat, c'est être un entrepreneur. L'avocat smicard, il est juste avocat. Il n'est pas entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle on a une grosse partie des avocats qui gagnent très mal leur vie, ou qui restent collaborateurs toute leur vie, parce qu'ils sont incapables de pouvoir développer une clientèle, parce qu'ils savent pas vendre, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'une activité commerciale, parce qu'ils fixent aucun objectif de performance dans leur entreprise, parce qu'en réalité, ils n'ont pas acquis les autres compétences qui sont indispensables pour devenir un bon avocat. Un bon avocat, c'est pas un juriste. Un bon avocat, c'est un chef d'entreprise. Et moi, par exemple, je suis passé par toutes ces étapes. J'étais l'avocat smicard. Moi, la première année d'exercice, ma mère me donnait 300 € par mois pour finir le mois. Parce que je ne pouvais pas vivre avec ma collaboration, c'était impossible. Ouais. C'était beaucoup trop bas. Tu gagnais combien? La collaboration libérale en première année à Montpellier en 2018, c'était 2000 € brut. Ok. Brut. Mm. Là, augmenté, aujourd'hui, je crois qu'on est à 2400. Ok. Mais c'est pas assez, concrètement. Je veux dire, avec le coût de la vie, je veux dire, on se prend un café, on se prend un verre d'eau, et ça y est, tous les deux, là, en terrasse, on en a pour 10 €. Ouais, c'est 2000, clair. 2400 €, tu fais pas grand-chose. Non. Donc il faut absolument que les avocats arrivent à développer leur clientèle. Or, ni l'université, ni l'école des avocats ne nous apprend à développer notre clientèle. Parce que c'est pas l'objectif de l'université, c'est de nous donner de la connaissance juridique, pas de souci, c'est le deal, c'est comme ça que c'est prévu. Par contre, l'école des avocats, elle, son intérêt n'est pas de nous apprendre à devenir de bons entrepreneurs. Elle est de nous apprendre à être de bons larbins, collaborateurs, excuse-moi, Ouais. le mot m'a échappé, Ah, être de juste bons révélateur, ouais. collaborateurs, exactement, et des bons collaborateurs parce que la richesse de la profession se fait sur la collaboration. Mm. T'as pas de charge sociale, t'as pas le lien de subordination, t'as pas l'URSSAF, le collaborateur paye lui-même ses charges. C'est effectivement extrêmement intéressant de développer son cabinet sur la base de la collaboration libérale. Donc, il y a toujours des avocats SMICA, et il y en aura toujours, parce que être avocat, ça implique d'avoir d'autres compétences qui ne sont pas acquises pendant l'université ou pendant l'école des avocats. Ok. Et toi, tu les as appris comment? Tu parlais de stage, etc. Est-ce que tu as eu des rencontres avec des personnes, des mentors, qui t'ont fait comprendre que ce qu'il fallait faire pour pouvoir vivre de son activité? Il y a eu trois étapes. Première étape, pendant la crise sanitaire, je rencontre un cabinet parisien, sans d'avocat, cabinet sans avocat, que je salue, hein, encore une fois, qui, euh, qui m'ont vraiment appris ce que c'était que la relation commerciale avec un client. Et quand j'étais dans le cadre de visioconférences avec des clients, moi, c'était une masterclass. Moi, je prenais des notes. J'étais là, je suis: «Oh putain, il parle comment? C'est incroyable. Quelle confiance, quelle aisance, quelle, vulgarisation il était capable de faire». Moi, j'étais impressionné. Je me suis dit: «Putain, j'ai pas du tout comme ça que j'avais conçu la profession d'avocat». Et je suis quelqu'un qui apprend quand même vite. C'est-à-dire que spontanément, ça ne serait jamais venu, mais quand j'ai vu l'aisance avec laquelle ils étaient capables, à partir de 3 fois rien, de réussir à convaincre des clients qui étaient déjà dans une situation, financière compliquée, de travailler avec eux, sans leur mentir, hein. C'était pas: «On vous fait croire qu'on va faire quelque chose», non, c'est on leur annonce, les choses, on leur présente la stratégie, avantages, inconvénients, les arguments juridiques qu'on va essayer de développer, puis après, en fonction de tout ce qu'on a avancé sur la table, bah, ils nous disent s'ils veulent travailler ou pas avec eux. Mais comme ils étaient toujours dans un état extrêmement positif, un état d'esprit extrêmement positif, bah, c'est vrai que même moi, tu as envie de leur donner ta chemise. Tu y crois, tu dis: «Bah, OK, vas-y, hein, tu vas me sortir de la galère, donc moi je te fais confiance». Et même si tu ne sors pas de la galère, tu m'as vendu un espoir. Et l'espoir, parfois, c'est la seule chose qui te reste. Donc ça, c'était la première étape. Donc là, d'un coup, je deviens enfin avocat, vraiment. Parce que quand je suis collaborateur, je gratte du papier, en fait, hein. Je n'ai pas de contact avec les clients, j'ai pas le souci de la rentabilité, j'ai pas le souci de vendre mes prestations, de faire de la vulgarisation. Je suis vraiment le collaborateur de base. Là, je commence à devenir avocat. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque le déconfinement est proposé, je vais pas demander à mon collaborant de me payer les 2 mois qu'il m'a pas payé. Je lui propose, qu'on se laisse 1 mois, le temps de finir, la collaboration, pour, moi, me permettre d'avoir des locaux. Je vais changer de locaux, de m'installer, et le temps de finir les dossiers que j'avais commencé avec lui. Parce que je me voyais pas partir en plein milieu comme ça, enfin voilà, j'étais pas comme c'est pas mon état d'esprit, je commence un truc, je voulais le finir, et je me dis: «Ça nous laisse 1 mois».
Bon, normalement, on avait 3 mois. Et de toute façon, je pouvais plus travailler avec eux parce que la confiance était rompue. Tu te fais suspendre pendant un confinement, donc au moment Ouais, où tu peux pas compliqué, travailler bien sûr, ailleurs, ouais. c'était un peu compliqué. Et en même temps, comme je le dis et je le redis encore, je ne lui en veux pas. Vraiment, Mmh. Tu peut-être fait le même choix finalement toi en Non, non? non, je ne En suis pas ayant comme vécu ça. la crise? Non, j'aurais pas vécu comme ça. Mais OK. je l'aurais pas fait comme ça. Mais c'est pas grave, c'est On savait pas ce qui allait arriver quand même pendant cette crise. on savait pas, mais je sais que je n'aurais que la suspension ou en tout cas, c'était pas ça aurait pas été ma première option. OK. Ça aurait été mon option, finale S'il y avait pas le choix. parce que, demain c'est la faillite, ils viennent me saisir tout. Voilà, mais OK, sinon jamais je ne ferais ça. Et OK. moi je suis comme ça après Oui. voilà. C'est pas grave parce que c'était la claque dans la gueule que j'avais besoin pour pouvoir me dire: David, tu vu tout ce qu'on a vécu là? Et tu t'es arrêté là, dans ton confort de collaborateur à 2 200 brut par mois, avec ta maman qui te donne 300 € et tu es content? Mmh. Non, 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 je voyais bien que j'étais pas dans mon ikigai. Et là, je commençais depuis 1 mois et demi à être dans mon ikigai. Je commençais à avoir des discussions hyper stimulantes avec, des clients, avec ce cabinet d'avocats. Et là, je décide de m'installer parce que si je ne m'installe pas, je sens que je ne vais pas développer ce destin qui est en train de m'appeler. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, août-septembre 2021, entrée en vigueur de l'obligation vaccinale. Et là, je me retrouve avec 100-200 clients qui, d'un coup, ont tous une problématique identique à résoudre en même temps. C'est-à-dire que j'ai des centaines d'agents partout en France, des agents publics, des soignants, qui sont suspendus sans rémunération, donc là, c'est pressant, Mmh. d'accord, en même temps, le 15 septembre 2021. Et donc on va proposer des solutions et on va faire des actions, on va le faire super vite, on va créer en fait la première version de Click and Justice. C'est-à-dire que je vais mettre en place un petit formulaire qui va activer un argumentaire juridique et ça va donner en fait un support juridique prêt à être déposé devant les juridictions et à faire valoir les droits. Cette solution, elle a été mise en place en 1 semaine, ça nous a coûté 3 000 €, on a investi dessus très rapidement et puis, tout de suite les gens sont arrivés sur la plateforme et là, bah, je me suis retrouvé confronté à un deuxième problème, c'est d'un coup il y a beaucoup d'argent qui tombe et moi, je suis pas habitué à ça. Bah, je te dis, je sors en ville, j'ai Mmh. 2 € dans la poche donc, là d'un coup j'ai 100 000 € sur le compte et ça fait vraiment bizarre. Tu rentres dans un restaurant, tu ressors du restaurant, tu as pris 7 000 balles. Tu regardes tes comptes toutes les 5 minutes et tu vois des petites lignes de compte qui arrivent et tu vois ton compte qui augmente. Alors, c'est super, bien sûr, c'est pas du net, bien sûr qu'ils m'ont Mmh. pris 60 bien sûr qu'ils m'ont tout pris, hein, on est Mmh. d'accord. Mais ça fait quand même extrêmement bizarre et encore une fois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais tu pas préparé pour ça. Donc, je vais faire ce qui m'a semblé être le mieux à cette époque-là, je vais structurer. Je vais dire: «OK, il faut qu'on embauche, il faut qu'on structure le cabinet» parce que, bah, moi, je fais un pari sur l'avenir qui est que, dorénavant, on peut effectivement avoir une clientèle qui est beaucoup plus importante que ce qu'on avait jusqu'à maintenant et on peut structurer notre cabinet. Je vais donc investir 90 de ce que j'ai dans mon cabinet, de manière à pouvoir continuer de faire ce qu'on était en train de faire. C'est-à-dire que si à ce moment-là, quand j'ai ces 100 000 € sur mon compte, j'ai 2 choix. C'est soit, je me paye une petite maison et puis je profite de la vie qui passe, Mmh. hein, merci, à ceux qui ont financé mon mode de vie. Soit je me dis: «Écoute, on a une mission qui est beaucoup plus importante et cet argent-là, il doit nous servir pour essayer de continuer à accomplir notre destin». Parce que je voyais bien en fait l'assistance qu'on faisait à nos clients. Même si on gagnait pas, le simple fait qu'on soit capable en 48 heures de déployer un argumentaire juridique, de le déposer, de faire intervenir un confrère ou nous-mêmes si on était dans le sud pour les défendre, et ça c'est incroyable. Ouais, c'est clair. On n'était pas nombreux à l'époque, Ouais. hein. Je me retrouve avec 100 000 €, j'investis pour acheter ce local parce que je me dis qu'il faut qu'on ait un local, à la hauteur de l'équipe que je voulais monter. Un super local sur la place de la Comédie à Montpellier pour ceux qui connaissent, c'est, un Exactement. super endroit franchement. Super endroit, super chance. Mmh. Encore une fois, bon, on était bien placés, on a fait jouer le réseau et effectivement, on est tombé sur ce super local. On est très content d'être là. On a 90 mètres carrés et on est aujourd'hui une équipe de 5. Passé, les premiers investissements, bah, je me rends compte de ce que c'est qu'une régularisation et ce que c'est que payer des charges parce que d'un coup, bah, ils me prennent 60-70 de ce que j'ai gagné et là, je me retrouve en grosse difficulté financière parce que certes, l'argent rentre toujours, hein, il y a aucun souci, il y a toujours des clients, mais on a beaucoup investi. On a investi dans le local, on a investi dans Click and Justice, j'en parle juste après et là, d'un coup, je me rends compte qu'il va falloir que j'acquière d'autres compétences que je ne maîtrise pas. Qui sont, bah, justement la gestion d'un bilan comptable, la gestion de La lignes de trésorerie, le compte, BFR, tout. exactement, la rentabilité, Ouais. qui sont mes clients, c'est quoi notre panier moyen? Et c'est là que ma compagne rentre en jeu. C'est ce que je te disais tout à l'heure,
une des décisions les plus importantes dans ta vie, c'est qui est ton partenaire de vie. Et en fonction de qui est ton partenaire de vie, c'est pas du tout la même chose. Et Johanna, effectivement, elle a été la première à me dire: «Écoute David, en fait, j'ai regardé tes comptes. Tu perds de l'argent tous les mois depuis 4 mois. Est-ce que tu es au courant?» Non, je n'étais pas au courant. Moi, tu sais, c'était au doigt mouillé. Mmh. Moi, je vendais des actions juridiques. Enfin, voilà, je faisais un petit peu c'était artisanal, à l'ancienne. Sauf qu'on était 4 là, sous le cabinet. Et quand tu as 4 salariés, bah, en fait, toute ta marge de bénéfice, tu te la partages en 4. Donc c'était plus du tout la même. Donc elle me dit: t'es en déficit». Bon, pas beaucoup, mais t'es un petit déficit. Et la deuxième chose, elle me dit: «Et il y a des régules qui arrivent. Et là, par contre, tu vas passer en déficit à ça va être 15 000 20 000 par mois, pendant 4 mois». Parce qu'ils vont tout te prendre. Parce que là, en fait, tu vas te taper une régule, c'est 40 000 € d'impôt sur le revenu, c'est 20 000 € d'URSSAF, c'est tout ce que tu as pas payé forcément au début. Et tu avais pas fait ton produit en croix parce que bah, tu maîtrises pas. Enfin, tu as jamais eu d'argent, donc tu Ouais, sais bien pas ce que sûr. c'est. Et là, je me dis: «OK, donc qu'est-ce qu'on fait?» Là, on met en place bah, notre outil Click and Zen, on en parlera tout à l'heure. Donc là, ça change du tout au tout, hein. Le premier mois, on fait le double du chiffre d'affaires. On passe de 15 000, on passe à 30 000. Rien à voir. Et d'un coup, on commence à mettre des mécanismes que j'appellerais des mécanismes d'activité commerciale, en fait. C'est que tu appelles tes clients, tu prends un peu la température, tu entretiens le lien avec eux, tu proposes des solutions en fonction des difficultés qu'ils rencontrent, mets en place bah, aussi ton panier moyen. C'est quoi ton panier moyen par rapport à toi? Parce que là, vous êtes 4, donc tu calcules tes charges. Tu dis, OK, c'est quoi mes charges fixes tous les mois? En fonction de ces charges fixes, tu te dis, bah, il faut que j'ai un chiffre d'affaires maximum à réaliser, enfin un but à atteindre. Et ce chiffre, il faut qu'il te permette d'avoir une marge de rentabilité. Bon, tout ça, en fait, on va l'établir avec Johanna. Elle va me faire une ligne de compte, elle va me dire, bah, en fait, c'est simple pour toi, si aujourd'hui tu veux être rentable, il faut que ce soit ton panier moyen, il soit aux alentours de 3 000 €. En dessous, tu ne peux pas être rentable. Bon, voilà. Donc en fait, voilà comment on fixe nos prix, hein. C'est uniquement de la gestion financière. Tu fixes tes honoraires en fonction des charges qui sont les tiennes pour réussir à rester à l'équilibre et dégager une petite marge pour pouvoir investir. Donc ça, c'était effectivement la 3e étape. Donc d'abord, effectivement, les confrères à Paris. La deuxième, on fait de l'argent grâce à Click and Justice. Et la troisième, c'est qu'est-ce qu'on fait pour gérer cet argent? Parce que ben, on sait bien qu'en France, on est surtaxé et que gagner 100 000 €, c'est très bien. Mais si tu ne sais pas le gérer, cet argent, tu vas devant de très très gros problèmes. Et moi, je ne savais pas gérer cet argent. Mais encore une fois, ça ne m'a pas tué. Ça a au contraire bien renforcé mon cabinet puisque dorénavant, bah, en fait, je sais lire des lignes de compte, je sais tenir un budget, je sais effectivement ma marge bénéficiaire et je connais effectivement le coût de mon action juridique parce que je sais ce que ça va me coûter en termes de temps et de rentabilité. Voilà, Ouais, génial, parfait. j'ai Non, conclu mais là-dessus, je voulais c'est hyper important parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup on le disait juste avant, d'avocats qui galèrent franchement dans leur mmh, activité entrepreneuriale, hein, parce que quand on est avocat, on est entrepreneur, on est chef d'entreprise, finalement, et qui ont du mal à vivre de leur activité. Donc c'est marrant de voir les différentes étapes que tu as eues, de passer de j'ai ma mère qui m'aide finalement financièrement, à je monte mon cabinet mais je galère, et les plusieurs déclics. Donc je pense que en tout cas, ceux qui sont dans mmh, ce monde-là, qui sont avocats et qui t'écoutent aujourd'hui, verront un petit peu les étapes, pourront se mmh, projeter dans un avenir proche à avoir de la rentabilité dans leur activité. Est-ce que tu peux revenir du coup sur Click and Justice, ouais. ton SaaS que tu as créé, j'imagine pour toi dans un premier temps, puis après le but c'est de le commercialiser. Comment tu l'as réfléchi? Alors Click and Justice, il est né d'un besoin, c'est-à-dire que j'avais un gros problème, j'avais des centaines de clients qui voulaient tous la même solution juridique en même temps. Et c'était pas possible matériellement, en fait. Donc j'ai mis en place Click and Justice dans une version bêta avec, 3-4 questions que je posais à mes clients, qui étaient remplies par eux. Et en fait, ces questions-là allaient activer un argumentaire que j'avais préparé en amont. Arrivé à la fin, la livraison d'un document juridique était déjà, en fait, un document prêt à être déposé devant les juridictions. C'est ça Click and Justice. Click and Justice, c'est en réalité une thématique susceptible d'être rencontrée par des milliers, voire des millions de personnes, d'accord? Un formulaire qui permet d'avoir tous les scénarios que j'ai pu imaginer en fonction de l'activité que j'ai eu au cabinet, en fait, de toutes les situations que j'ai pu rencontrer. Bien sûr. En fonction des réponses données, bah, c'est comme un meuble IKEA, en fait, hein, le client va lui-même construire sa requête, hein, il va répondre aux arguments et aux questions qui sont posées. Et une fois qu'il a passé, donc qu'il a rempli le formulaire, qu'il a payé sa commande, le document lui est livré dans une version qui est provisoire, dans laquelle il va relire, vérifier ces informations. L'avocat va également vérifier que les informations sont correctes. Ça, c'était une des conditions pour que le barreau de Montpellier valide la possibilité de faire cliquer une justice. Et ensuite, selon la formule qui est choisie, avec ou sans avocat, eh bien, on va déposer ce document directement devant le juge.
Donc si j'ai bien compris, ça facilite un petit peu le travail de l'avocat? Non, ça facilite pas, ça fait le travail de l'avocat. Oui, mais c'est quand même vérifié par un avocat. Toujours une vérification. Voilà, ça ne peut pas être fait automatiquement, Alors, c'est heu automatisé parce que le document juridique, il est déjà prêt. ouais, OK. On doit simplement vérifier que Il c'est y a la une bonne date de relecture. naissance, que le prénom, c'est le bon OK. prénom, parce que des fois, tu as des gens, ils vont te mettre leur deuxième prénom. Mmh. Je sais pas pourquoi, mais Mmh. ils te mettent le deuxième prénom. Donc tu vas corriger. Parfois, ils se trompent dans leur propre date de naissance, qu'ils avaient pas compris la question. Voilà. C'est ce genre de choses, en fait, qu'on va vérifier. Mais OK. c'est 15 minutes, hein. Ça n'a Par rien à rapport à un voir. temps de travail, c'est combien de temps? Bah, ça peut être une journée. Une journée de travail, OK. Ah, ça peut être une journée de travail. Tu Ouais, donc commences c'est à un 9 gain heures. énorme. Ah non, mais c'est un gain énorme. OK. Et du coup, ça se ressent aussi à la fin de la prestation. C'est-à-dire que le prix que le client paye n'a rien à voir avec ce qu'il serait amené à payer au sein d'un cabinet d'avocat. OK. Moi, c'est 10 fois moins cher. OK. Hein, je te dis, mon panier moyen, c'est à peu près 3 000 €, c'est 10 fois moins cher. Mmh et c'est que pour des solutions, qui se prêtent pour tout le monde? C'est-à-dire que moi, j'ai un problème demain, d'urbanisme avec un permis de construire. Est-ce que je peux aller sur Click & Justice? Alors, aujourd'hui, nous, nos 2 solutions qu'on propose, c'est les fermetures administratives. Pourquoi? Bah, parce que dans les grandes villes comme Montpellier, je sais pas, j'en ai peut-être 3-4 tous les mois et certaines années, tu peux en avoir une bonne cinquantaine, OK. juste à Montpellier. Donc imagine, quand tu multiplies par le nombre de communes, il y en a 36 000 en France, et le nombre de fermetures administratives qui peuvent avoir lieu chaque année à l'encontre de tous les établissements recevant du public, bah, c'est un potentiel incroyable. Et on fait également les suspensions de permis de conduire. 85 OK. 000 suspensions de permis de conduire tous les ans. D'accord? Alors, Donc c'est les contestations de ces, suspensions-là, si j'ai tout bien à fait, c'est ça? tout à OK. fait. Mais qu'est-ce que tu fais si t'es taxi et qu'on te suspend parce que bah, t'es allé un petit peu trop vite sur un tronçon de route, toi t'as besoin de ton permis de conduire, bah écoute, on peut discuter. On peut discuter parce que la légalité d'une décision administrative, elle se présume pas. Tu peux la contester devant le juge. C'est pour ça d'ailleurs qu'il existe un juge administratif. Parce que si toutes les décisions étaient légales, il n'y aurait pas de juge. Mmh. Donc s'il y a un juge, c'est qu'on reconnaît que c'est possiblement illégal. Et ensuite, tu as des conditions à la fois qui sont sur le fond. Oui, peut-être que tu as commis ton infraction. Mais peut-être que la personne qui a signé la décision, c'était pas la bonne personne. Peut-être qu'effectivement, le délai dans lequel on t'a suspendu ton permis, tu as 72 heures pour te prononcer, bah, il n'a pas été respecté. Dans ce cas, tu récupères ton permis. Donc en fait, tu peux récupérer ton permis sur des éléments qui n'ont rien à voir avec l'infraction. Oui, l'infraction, tu l'as commise. Mais en réalité, je peux te permettre de récupérer ton permis sur des règles de droit, des garanties que le législateur te met en place, qui ne sont pas systématiquement respectées. C'est ça, Click & Justice. C'est on va essayer de trouver la faille qui va faire en sorte que tu vas pouvoir récupérer rapidement ton permis de conduire grâce aux solutions qu'on met en place. Donc aujourd'hui, c'est pour 2 cas concrets. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui Ouais. vont venir, dans les mois, dans les années à venir? Ouais. On a 2 solutions sur lesquelles on est en train de travailler. L'instruction en famille, l'école à la maison. OK. Depuis 2022, c'est devenu très, très, très restrictif. Il faut que l'administration t'autorise à pouvoir éduquer, instruire tes enfants à la maison. Et donc chaque année, moi, j'ai des dizaines d'associations qui viennent me voir avec des parents qui sont effectivement extrêmement inquiets parce que depuis des années, ils faisaient l'école à la maison et que d'un coup, bah, ils vont devoir accepter que leurs enfants aillent à l'école pour apprendre à tripoter le zizi de leur voisine parce que tu sais que l'éducation sexuelle, ça commence très tôt. Donc effectivement, quand tu vois un peu le programme, tu as compris qu'il y a beaucoup de parents qui sont très inquiets et qui ont envie plutôt d'éduquer leurs enfants à la maison avec une qualité d'instruction qui sera bien supérieure. Donc, pour ces parents-là, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. La solution, ça va être justement Click & Justice, l'instruction en famille, avec des questionnaires dans lesquels ils vont remplir un certain nombre d'informations, et ça va permettre d'activer très rapidement un document juridique qu'on sera en mesure de pouvoir déposer hyper rapidement. Il y a 40 000 IEF qui sont refusés tous les ans. IEF, je sais pas du tout. Instruction en famille. OK, ça Il y a marche. 40 000 décisions de refus d'instruction en famille tous les ans qui interviennent entre le mois de juin et le mois d'août de l'année. OK. Puisque les demandes se font, tu sais, le 1er mars jusqu'au 31 mai. Et de manière légitime ou illégitime? Ah, il y a des abus. OK. Bien sûr, il y a des abus. Non, mais Et donc c'est pour ça que ces familles qui, ressentent un abus, peuvent venir te voir et tout à finalement fait. avec Click & Justice, ça Et sera possible bientôt de pouvoir contester ces décisions? alors, c'était déjà possible, sauf que tu allais chez l'avocat et ça te coûtait 3 000 balles pour faire un référé et un recours en annulation. Aujourd'hui, tu vas avoir ta solution en 48 heures, tu vas payer 300 €, tu peux prendre une formule supérieure parce que tu veux un avocat qui te représente à l'audience, mais ça s'adaptera à tous les budgets. Et là, tu proposes une solution prête à l'emploi, là où, à l'époque, il n'existait rien. Notre deuxième et autre produit, c'est le RSA, le revenu de solidarité active. C'est 10 millions de personnes en France qui le touchent. Alors tu vas me dire comment des mecs qui touchent 570 € par mois vont pouvoir se payer une formule juridique entre 50 € et 500 €. Bah, en fait, c'est que parfois, il y a des gens, ils doivent 30 000 € à la CAF.
Parce que, bon, c'est un petit peu triché, hein, d'accord? Et parce qu'ils ont un peu triché, bah, ils ont peut-être perçu un peu trop d'argent et à ce moment-là, effectivement, les problèmes, vont pouvoir commencer. Moi, chaque année, j'ai une dizaine de recours avec du RSA, avec des enjeux de 30 à 40 000 € qui se posent. Donc ces gens-là, ce que je veux leur proposer, bah, c'est des solutions, prêtes à l'emploi, adaptées à tous les budgets, dans lesquels effectivement, ils vont pouvoir faire valoir leurs droits parce que c'est toujours un petit peu les mêmes raisons, pour lesquelles on fait annuler des décisions. Donc ces 2 contentieux, ils ont un énorme potentiel et aujourd'hui, il y a personne qui s'est positionné là-dessus. Pourquoi? Parce que les avocats en droit public, c'est 20 des avocats en France, les 70 000, et que une très, très grande majorité des avocats en droit public travaillent avec des institutionnels. Travaillent pour des communes, travaillent pour des départements, travaillent pour des collectivités territoriales. Donc il y a finalement un désintérêt à s'intéresser à une clientèle de particuliers, qui est pas une clientèle avec laquelle on peut fonder un cabinet parce que, bah, ils viennent une fois puis après ils reviennent plus. Voilà, donc c'est moi aujourd'hui, je souhaite pouvoir proposer une solution à toutes ces personnes qui, n'ont pas la possibilité de pouvoir accéder à la justice. Click and Justice, c'est la démocratisation de l'accès au droit. C'est de dire que tu sois riche ou pauvre, tu auras exactement la même qualité de prestation juridique et cette solution, elle sera adaptée à ton budget. Chose qui est impossible. Aujourd'hui, un avocat, il s'adapte à son budget. Je te l'ai dit tout à l'heure, moi je prends mes charges, je prends effectivement derrière la marge que je dois essayer de réaliser et ça me fixe mon prix. Et finalement, la Oui, tu situation de peux pas fortune. perdre de l'argent tous les mois finalement et te dire, que tout le monde ait accès à mes services, je me fous 1000 Moi, balles je et pourrais puis pas, voilà, moi je pourrais c'est pas. impossible. De temps en temps, on va le faire, on va essayer de Mmh. s'adapter au budget de notre client, mais Mmh. concrètement, je préfère parfois ne pas accepter un dossier dans lequel ça va me prendre du temps, de l'énergie et me coûter de l'argent, et me consacrer sur des personnes qui ont un peu plus de budget, plutôt que de proposer une solution pour ces Mais c'est personnes-là. logique en tant que chef d'entreprise, c'est un raisonnement C'est qui voilà, est logique. exactement. Est-ce que tu as déjà aidé des causes ou alors on t'a souvent sollicité sur des causes pour lesquelles tu pas forcément d'accord? C'est-à-dire que il y a quelques exemples que tu as donnés, par exemple, tout à l'heure et cetera, sur lesquels moi je me dirais: «Oh franchement, je serais pas pour mon client» entre guillemets, je serais pas 100 Mmh. neutre, dans ce Mmh. sens-là. Moi, je prends pas de dossier où je sens pas que le client a une chance raisonnable de gagner. OK. Je prends pas de dossier. Je ne travaille pas non plus avec les connards. Mmh. Je veux plus travailler avec des connards. J'ai travaillé, hein, avec des connards parce que j'avais pas le choix. Mais, fondamentalement, je veux plus travailler avec des connards. Donc déjà, OK. si on s'entend pas bien, j'aurais pas envie de bosser pour eux, même s'ils ont du budget. Je pourrais pas travailler avec des gens qui sont vraiment catégoriquement de très mauvaise foi. Mmh. J'ai eu une cliente il y a pas très longtemps qui était vraiment de très mauvaise foi et surtout qui n'avait pas confiance en moi lorsque je lui posais des questions. Pareil, je l'ai dégagée. Mmh. Donc, chaque fois que je suis intervenu dans un dossier, c'est que d'une part la cause me parlait et d'autre part, je sentais quand même la bonne foi de mon client, qui avait une chance raisonnable de pouvoir faire valoir ses droits. On a parlé tout à l'heure de l'obligation vaccinale et de la suspension sans rémunération des soignants. Je pense que tu as pas vraiment d'avis dessus et comme la plupart des gens, je pense que c'est pas un sujet qui t'a particulièrement touché parce que, bah, on est dans notre quotidien et puis c'est pas voilà, ça nous intéresse pas. Si on n'est pas concerné personnellement, ça nous intéresse pas. Bah, je t'assure que si on passe 10 minutes autour de la table et que je t'explique pourquoi, je pense que ces mesures sont dignes d'un régime dictatorial, toi qui avais pas forcément d'avis sur le sujet, tu vas finir par douter. Et j'ai pas besoin de te convaincre. Si déjà je te fais douter, j'ai réussi. Parce que justement, aujourd'hui, la propagande gouvernementale, c'est de te dire qu'il n'y a pas à douter. Il y a une version qui est officielle, et si t'es pas d'accord, t'es un complotiste. Parce que auparavant, dans un régime démocratique, il n'y avait pas de complotistes, il y avait des opposants politiques. On n'était pas d'accord, et puis on se combattait au niveau des idées, et puis on avait effectivement à la fin un débat qui amenait à un texte. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat. C'est 49 alinéa 3, je t'impose mon projet. C'est on vote tout en procédure accélérée. On est pressé, tout est pressé en fait. Mmh. Et tous ceux qui critiquent, c'est des complotistes. Parce que comme ça, t'as pas besoin de critiquer le message, tu critiques le messager. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne doute plus. Et que sur des sujets aussi importants qui est la désactivation en fait de ta citoyenneté, parce que c'est ça, hein, quand je te dis tu peux plus travailler, t'as plus d'argent, et en fait si tu fais pas ce que je te demande, bah en fait c'est des larmes et du sang. Bah ça c'est un régime dictatorial. C'est pas une démocratie. Parce que la démocratie c'est de dire ok on n'est pas d'accord, mais il n'y a Mmh. pas de tyrannie de la majorité. On va essayer de trouver des solutions. Tu as des droits qui sont Mmh. fondamentaux. On ne désactive pas des droits fondamentaux, sinon c'est plus des droits fondamentaux, c'est des droits facultatifs. Et donc aujourd'hui, moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la liberté de la justice. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai créé Geek Justice, parce que justement, j'avais envie de pouvoir défendre tout le monde sur des causes qui me paraissaient légitimes. La question des fermetures administratives, pour moi, il y a des abus.
Il y a des gens qui se voient fermer leur établissement, c'est toute leur vie, c'est leur business, et on est en train de les fermer parce que ça va libérer un local. Ça va permettre de pouvoir mettre une activité qu'on estime comme étant plus intéressante. Parce qu'une petite épicerie de nuit, c'est des mecs qui vont acheter des canettes de bière après 22 heures. Ça ne nous intéresse pas. Ah, mais lui, c'est tout son business, lui, c'est toute sa vie en fait. La question de la suspension du permis de conduire, je parle pas bien sûr des gros fumeurs de shit et de ceux qui se bourrent la gueule et qui sont des véritables dangers publics. Moi, je te parle du chauffeur de taxi qui en fait a un solde de points qui va commencer à descendre parce que il va griller un petit feu rouge, il va essayer de passer un peu plus vite pour essayer d'amener ses clients. Et comme il roule toute la journée, au bout d'un moment, oui, il va peut-être se faire suspendre son permis. Moi, c'est ce mec-là que j'ai envie d'aider. Parce que effectivement, sa cause m'intéresse. Lui, si tu lui retires son permis, en fait, c'est son business qui s'arrête. Il peut plus faire tout ce qu'il a à faire dans sa journée. Il a peut-être des enfants, il a peut-être une femme, il a peut-être une mère donc qui est peut-être qui a peut-être dans le besoin et qui doit amener tous les jours des médicaments. On sait pas en fait. Moi, je suis pas d'accord avec 100% de ce que tu dis, je me permets de le dire aux auditeurs, Bien notamment sûr. sur la partie autoritarisme, etc. Je préfère être transparent, de toute façon, je te suis à chaque Il fois n'y a pas de souci. sur tous les podcasts, c'est ton point de vue, ton opinion par rapport à ça, et on va en parler, on est un peu en train de dévier sur les sujets, je veux qu'on ressente le podcast sur vraiment Bien sûr. l'entrepreneuriat, les sujets, et pas plutôt les avis un peu, je pense que sur d'autres podcasts, ça place. J'expliquais juste la motivation de Bien sûr, Click et and on l'a Justice. compris, je pense, sur la partie justice, en tout cas. Est-ce que tu peux revenir sur Click and Zen, sur ce sujet-là, que tu as mis en place aussi, cette fintech, Ouais. à qui elle s'adresse et pour qui tu l'as faite? Alors, comme tout projet entrepreneurial, on a cherché à répondre à une problématique. La problématique était la suivante. Dans mon cabinet, je travaille avec beaucoup de particuliers. Comme je travaille avec beaucoup de particuliers, j'ai la problématique qui est la suivante, c'est qu'ils ne me payent pas tous au moment où ils commencent à prendre la prestation. Ils ne me payent pas l'intégralité de la prestation, et si je les relance pas, ils ne me payent pas. Donc je me suis retrouvé avec un encours de 80 000 € qui traînait comme ça, de gens qui me devaient de l'argent. Donc quand j'ai calculé tout ce qu'on me devait, c'était 80 000 €, un peu plus. Et je constatais que je passais mes dimanches au bureau à vérifier qui m'avait payé, qui ne m'avait pas payé, où est-ce qu'on en était sur les factures, combien il restait à me payer. Et en fait, je m'en sortais pas. De là est venue l'idée suivante. J'ai demandé à mon développeur de reprendre une partie du code qui était dans Click and Justice et dans lequel il y avait la possibilité d'automatiser des paiements. C'est-à-dire des paiements qui sont mis en place. Le client va acheter sa prestation juridique comme il irait acheter sur Amazon un siège, une table ou ce que tu veux. Et il y a la possibilité de créer de la récurrence, c'est-à-dire de proposer un fractionnement du paiement. Donc, ça veut dire deux choses. D'une part, tu augmentes ton panier moyen. D'accord? D'autre part, tu assures une récurrence. Et le premier mois où on a mis en place ça, on a doublé le chiffre d'affaires. Sur une année, c'est 500% d'augmentation de chiffre d'affaires qu'on a augmenté entre l'année d'avant et l'année d'après. Ah, c'est énorme, C'est énorme. x5. Ah oui, c'est énorme. Ok. Ouais. Et du coup, cette solution, elle est aujourd'hui déployée pour les avocats, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'en servir aussi? Là, on est en février 2024. Mm. La solution sort normalement début avril. Ok, donc très On a prochainement. 4 développeurs qui travaillent dessus. J'ai déjà investi plus de 100 000 €. C'est Ouais. un projet dans lequel je crois. Moi, j'ai déjà la version bêta au sein du cabinet. Donc tu te sers tous les jours Je fais ça tous les jours. Ok. Ouais. Je fais signer mes conventions d'honneur à distance. Je fais éditer mes factures de manière automatique. C'est-à-dire que moi, au cabinet, ce sont des tâches à très faible valeur ajoutée qui ne m'intéressent pas. Concrètement, je vois pas l'intérêt. Enfin, Non, il y a intellectuellement, pas je d'intérêt, je pas de n'amuse valeur pas. ajoutée à ça. Pas de valeur ajoutée. Ma secrétaire non plus, c'est pas une valeur ajoutée de travailler dessus. Et donc, tout est automatisé. Ok. Ce qui est bien, c'est que on est en conformité avec la loi, puisque depuis 2015, les avocats ont l'obligation de faire une convention d'honoraires. Petit clin d'œil, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça à les faire signer. Mmh. On est nickel au niveau de la facturation, parce que on a un logiciel qui met toutes les mentions obligatoires, et donc on est parfait, rectiligne par rapport à ça. 100% de tout ce qu'on fait est déclaré. Ça aussi c'est bien pour les impôts, parce que je suis souvent contre l'administration, donc 100% de ce qu'on fait est totalement déclaré. Et moi, en fait, je vois en fait tous les mois l'argent qui va tomber, et donc je peux vérifier si j'ai des impayés, je peux faire des relances. On travaille avec Stripe. Stripe fait des relances automatiques, et lorsque la carte est expirée, ou etc., tu as la possibilité de pouvoir changer la carte avec l'accord du client. Donc ça, c'est quand même super. Donc je passe plus mes dimanches à faire de la relance. J'ai pas besoin de relancer. J'ai pas besoin de faire non plus la différence entre ma facture et ce qu'il y a sur mes lignes de compte. Et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, nous, l'ambition pour 2024, c'est de faire le million. Donc tu parlais tout à l'heure de l'avocat SMICA. J'ai été un avocat SMICA. Je sais pas si je serai un avocat millionnaire, et c'est pas l'objectif d'être un avocat millionnaire pour être millionnaire. C'est juste pour dire que je suis dans mon ikigai.
je suis bon dans ce que je fais, je me sens utile et j'apporte une utilité pour la société, et en plus, je suis bien payé pour le faire. Et donc, Click and Zen, c'est ça que j'essaie de proposer à mes clients. C'est, vous êtes avocat, vous en avez peut-être marre de mal gagner votre vie. Vous en avez peut-être marre aussi de refuser d'aider des gens qui ont besoin de vous, mais qui ne peuvent pas se payer vos services. Et bien justement, Click and Zen, c'est ça. C'est la démocratisation de l'accès à la justice. Vous allez pouvoir payer votre avocat en plusieurs fois, de manière échelonnée et automatisée. Et votre avocat, qui va être finalement en sérénité par rapport au paiement de ses honoraires, va pouvoir augmenter ses honoraires pour les mettre à un niveau qui est acceptable pour lui, de niveau qu'il aurait mis en temps normal, et il va pouvoir effectivement avoir une récurrence qui va faire que tous les mois, en fait, son panier va augmenter. OK, et cette solution-là, tu la commercialises, tu la vas Ouais, la vendre en avril prochain. c'est ça. Quel tarif ça peut avoir pour un avocat? Pour un Alors, cabinet? on a marketé parce que, comme je suis passé de l'avocat smicard à l'avocat millionnaire, j'aime bien Ouais, cette expression, je sais que, par exemple, 180 € par mois, c'est beaucoup quand tu OK. commences, d'accord? Et en même temps, bah, cet investissement, si vraiment tu l'utilises bien, c'est incroyable le potentiel que ça peut proposer à ton activité. Ça peut faire exploser ton activité. Moi, j'ai 2 devis sur 3 qui sont acceptés. C'est énorme. Mmh. Et j'ai doublé mes honoraires. C'est-à-dire que moi, auparavant, mon panier moyen, c'était 1 500 €. Là, aujourd'hui, 3 000 € à peu près, hein. Je vends rarement en dessous. C'est ça qu'on essaie de proposer à nos clients. Première formule, l'avocat collaborateur, donc l'avocat qui va débuter sa carrière. Lui, il est à 120 € par mois, 120 OK. TTC. Il va récupérer 20 € de TVA et ça va lui coûter un abonnement mensuel de 120 € TTC. L'avocat indépendant, donc celui qui a arrêté la collaboration, qui n'est pas en société, hein. Il n'est pas en société encore, mais ça marche bien. Ton activité commence, ça débute. C'est ce qui s'est passé quand je me suis installé en mai 2020. Bah, j'étais indépendant et mon activité a commencé à se développer comme ça. Lui, il est à 180 € TTC. OK. Et le cabinet d'avocats en société, donc là, il est soit tout seul, soit à deux, mais en tout cas, il a suffisamment de revenus pour que ce soit intéressant pour lui de passer en société. Généralement, on dit que c'est aux alentours de 100 000 € où ça devient intéressant parce qu'on peut un petit peu optimiser sa fiscalité et c'est quand même plus agréable de ne pas prendre tout en rémunération parce que fiscalement, je te dis, tu te fais vraiment Mmh. défoncer. Lui, il est à 360 € TTC. OK. Donc 300 €, puisque les 60 € de TVA, il les récupère, et tu es assujetti à la TVA la plupart du temps, sinon tu es pas passé en société. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Oui, bien sûr. OK. Voilà. Et après, tu as des frais de commission qui s'appliquent sur les paiements qui sont échelonnés, qui tombent sur Stripe. OK. Stripe applique ses frais, Click and Zen applique ses frais. OK, et ça représente combien dans ces frais au global? C'est 1,54 pour Stripe, Stripe, et ouais. nous, je crois qu'on rajoute 1,40 ou 1,30. OK. Mais c'est assez indolore en fait, hein, parce Ouais. que moi, tu vois, pour l'année 2023, on a fait un peu plus de 600 000 €. Je sais plus exactement, j'ai pas encore les chiffres. Mmh. 1,54 de 600 000 €, calcul. Ouais, non, c'est pas beaucoup. C'est pas Si beaucoup, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros quand même. ouais. Mais je les ai pas vus passer. En fait, si Mmh. je faisais pas l'opération spontanément, je ne l'avais pas vu passer que je Mmh. payais tout ça à Stripe. Mais en même temps, je passe plus mes dimanches à faire la facturation. Tous les mois, j'ai de l'argent qui tombe sur le compte sans que j'ai besoin de me stresser. Où en sont mes honoraires? Est-ce qu'ils m'ont payé? Qui m'a pas payé? Là, j'ai une cliente qui était passée sur notre cabinet avant qu'on ait mis en place cette solution. Là, je suis en train de compter avec elle pour aller vérifier dans mes lignes de compte d'il y a 2 ans quels sont les paiements qu'elle a déjà fait pour savoir quel est le solde à régler. Ouais, c'est énorme. Voilà, ça, c'est fini ces conneries-là. Mmh. Parce que ça n'apporte rien. On n'est pas avocat pour faire ça. Et en même temps, si on tient pas sa compta, si on tient pas ses lignes de compte, bah, il y a un moment donné, on n'est plus avocat. OK. Est-ce que tu te sers de l'intelligence artificielle dans ton métier au quotidien, en tant qu'avocat? Quelle est la place que ça a pour toi? Alors, pas au quotidien. Pas au quotidien, par contre, tu vois, on est en train de refaire notre site internet. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce que je peux essayer d'expliquer mieux ce que je fais avec des mots simples et en même temps que ça reste quand même concret. Tu vois. Tous les sites d'avocats se ressemblent. Ok. On se ressemble tous, on se copie tous les uns les autres. Bon, moi j'ai pris mon site et je me suis dit, ok, là maintenant j'écris pour mes clients, j'écris pas pour mes confrères, et je demande à ChatGPT de me reformuler ce que j'ai mis dans mon site pour essayer de trouver une formule plus intéressante. Et après j'adapte. J'essaie de voir s'il n'y a pas trop de conneries ou si c'est pas une redondance, parce que malheureusement ChatGPT fait quand même beaucoup de redondance, donc t'expliques la même chose que ce qu'il t'a expliqué juste avant avec des mots Bien différents. sûr, ouais. Et ouais, j'ai beaucoup utilisé ChatGPT pour ça. Donc c'est surtout pour la création en fait que je vais utiliser Création de ChatGPT. contenu, création d'idées et cetera. C'est ça. OK, Mais ça marche. pas pour mes clients, hein. Tu t'en sers pas encore pour tes clients? Non. Tu penses qu'un jour t'en serviras, il y aura une utilité, certaine, Moi, je pense. OK, Je pense que Click and Justice, à un moment donné, tu arrives avec ta décision d'administration, tu la mets dans la machine, et Click and Justice te sort un argumentaire qui est vérifié par un avocat. OK, Et là, on n'est plus sur 2 produits, on est sur l'infini. ouais. Là, ça devient intéressant. Et là,
c'est des millions d'euros d'investissement. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas encore au point de faire ça pour toi? Elle s'en approche. Je pense qu'on en est quand même encore un peu loin. Mais bon, quand tu vois le bond que ça a fait en l'espace de 4-5 ans, je suis pas très inquiet sur le fait qu'à un moment donné, on arrivera à faire rédiger intégralement un argumentaire juridique qui sera solide par l'IA. OK. Mais comme je te l'ai dit, hein, l'avocat, c'est pas que un argumentaire juridique. Mmh. C'est tout ce qui est à côté, en fait. C'est pour ça que l'IA ne remplacera pas l'avocat. Par contre, elle va être un super support pour qu'il puisse optimiser son travail. Si tu es avocat et qu'on arrive à t'ordonner toutes les idées, que tu n'as plus qu'à les vérifier, et éventuellement trouver la petite stratégie, le petit truc qui fait la différence, bah, tu gagnes un temps fou. Tu n'as plus besoin d'aller récupérer dans un manuel un argument juridique, une jurisprudence que personne connaissait, qui est hyper utile, une interprétation jurisprudentielle que tu as mis des heures à comprendre, qui là pourrait être expliquée par ChatGPT. Bah, ça veut dire que derrière, tu peux proposer des tarifs beaucoup plus intéressants pour tes clients, et surtout, tu peux te charger de tâches à très très haute valeur ajoutée. OK. Bah, écoute, hyper intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce partage. J'ai 2 dernières questions pour clôturer le podcast. La première, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur? Tu as donné beaucoup de conseils par rapport notamment au métier d'avocat, mais un entrepreneur qui nous écoute, qui n'est pas forcément dans le milieu, dans ce domaine-là, et un conseil qui t'a vraiment impacté, toi, dans tes débuts en tant qu'entrepreneur? Bon, je donnerais pas le conseil de échouer, recommencer, parce que c'est connu, archi connu. Je dirais la capacité la capacité à se remettre en cause. C'est-à-dire que je pense qu'on est un bon entrepreneur si on comprend qu'on n'est pas la meilleure version de qui on devrait être pour réussir. Si tu considères que tu es constamment en formation et que tu dois faire le maximum, parce que tu le dois à toi-même et aux autres, le maximum pour élever encore ton niveau, alors tu dois le faire. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence. Et je pense que c'est ça, tu vois, ça permet de faire la boucle. Je pense que c'est ça la qualité qui manquait à mes parents, c'est qu'il y avait cette incapacité à pouvoir se remettre en cause et à finalement acquérir des compétences qu'ils n'avaient pas pour pouvoir faire mieux. Très bien, parfait. Écoute, et la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi? Que ce soit sur les réseaux sociaux ou je sais pas si tu as un mail ou quoi? Les réseaux sociaux, effectivement, où on a accès à tous mes contacts, mon site internet, on a un formulaire de Donc David contact. Guyon, ce sera aussi dans la description du podcast si vous voulez contacter David. Un grand merci à toi pour le Merci à podcast et toi. pour ton partage. J'espère que l'interview vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à partager, à commenter. Et on se retrouve mercredi prochain à 10h pour un nouvel épisode.